Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Héritage Podcast. Aujourd'hui, vous l'avez demandé, redemandé, voulu et revoulu. Donc, je suis avec professeur Reggie, donc Réginald. Mais avant Réginald, je présente tout le temps nos commanditaires, donc qui sont Céramique DF, qui, comme je disais, ils nous aident tout le temps justement en location des studios, faire la publicité. Tu sais, ça prend du temps. D'ailleurs, on va en parler après de ton podcast également, Reggie. Mais ça prend du temps de tout préparer. Oui, c'est du temps qu'on consacre à ça pour l'éducation financière, etc. Donc, merci Céramique DF et les Bunkers, Studio Les Bunkers. À toi, tu es déjà un client des... Oui, je suis un client de Les Bunkers. Les Bunkers, donc tu connais bien les Bunkers. Donc, merci à nos commanditaires. Merci d'être là. Et on commence tout de suite. Alors, Reggie, je vais adresser tout de suite l'éléphant dans la pièce. Parce que... Mes cheveux? Non. Je sais qu'ils sont longs. Je pense que tout le monde le sait. Je te cite, le REER, c'est une arnaque. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Disons qu'il manquait quelques secondes avant qui étaient essentielles. Parce que si on regarde la vidéo au complet, on disait les gens pensent que le REER est une arnaque. Il y a une petite phrase qui a été oubliée au montage. Au montage, mais c'est quand même excellent de la manière que tu as coupé ça. C'est bien fait, effectivement. Ouais, c'est un catchphrase, ça l'a bien pris sur les réseaux. Et on peut voir la différence entre ceux qui ont vu le podcast et ceux qui ont juste vu le clip. 800 000 vues, je pense qu'on s'est rendu avec ce clip-là sur Facebook. Juste sur Facebook, ouais, 800 000 vues. Quelque chose comme ça. En fait, en gros, Reggie était venu à un ancien épisode où est-ce que tu parlais du REER, etc. Puis il disait que beaucoup de gens pensent que le REER est une arnaque parce que... Et en fait, on a coupé beaucoup de gens pensent. Et là, ça commence avec le REER est une arnaque parce que tac. Donc, ça avait généré beaucoup de choses. Donc, voilà. Reggie, bienvenue. Écoute, je l'avais vu. Tu m'avais demandé si c'était correct de le publier. J'avais hésité, j'ai accepté. Donc, j'assume toute décision que j'ai prise par rapport à ça. Puis là, tu en as un autre sur TikTok en ce moment de ton propre podcast qui circule, qui va quand même bien. Je ne sais pas d'ailleurs si tu l'as vu, le commentaire que j'ai screenshot. Ça dit... En gros, si je peux le retrouver, je vais le retrouver. Donc, ça dit, là, quand tu fais un podcast, mais tu connais rien à la fiscalité. Ah, écoute... Frédéric Ross Roquebert. Donc, pour vous mettre en contexte, Réginald, donc tu es CPA. Oui. MBA. Oui. Et ta maîtrise en fiscalité, tu es professeur à l'UQAM au 2e cycle. Pour la maîtrise en fiscalité. Donc, j'enseigne aux personnes qui font leur maîtrise en fiscalité. Donc, si je m'y connais rien, c'est dommage pour vous parce que ça veut dire que tous les prochains étudiants qui vont sortir du programme de maîtrise ne connaissent rien. Et aussi, tous les étudiants qui proviennent du programme de maîtrise que j'ai suivi d'une autre université ne connaissent rien non plus. Si toi, tu as appris de la scrap et que tu transmets de la scrap. Et voilà. Donc, effectivement, regarde, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Puis en plus, j'avais la discussion avec Jerry, le partner dans le podcast, et également avec quelqu'un qui voulait venir. Et je disais, il faut faire attention parce que, par exemple, quelqu'un qui débute sa carrière puis qui se lance sur les médias sociaux, oui, ça donne une visibilité, mais ça peut aussi, je ne vais pas dire détruire ta carrière, mais ça peut facilement affecter ta confiance. Ah ouais. Affecter ta confiance et aussi te prendre énormément de temps. Je sais que dans les premiers temps, les premiers podcasts où tu m'avais invité, j'avais tendance à aller voir les commentaires, à vouloir répondre, etc. Faut pas. Non. Faut pas parce que tu t'embarques dans une spirale. Je dis pas de ne jamais répondre aux commentaires. Par exemple, les commentaires sur YouTube, on y répond. Ouais. Mais sur TikTok, Instagram, etc., ça peut arriver, mais ça va être beaucoup plus rare. On va se concentrer sur ceux sur YouTube parce qu'il y a quand même un effort qui est fait et c'est le vidéo au complet. Fait c'est déjà plus facile, les questions sont déjà mieux ciblées, plus concentrées sur un élément du podcast, etc. Et les personnes ont vu l'ensemble. Comme dans cet élément-là, où ce que je dis, les rapports de dépenses sont imposables, mais les allocations ne le sont pas. On parle ici en contexte automobile. Ouais. Et on parle aussi d'un rapport de dépenses, par exemple. Ça va être considéré comme un montant déraisonnable, mais la personne va avoir le droit de déduire ses frais automobiles. Mais il faut avoir lu l'ensemble, il faut avoir écouté l'ensemble du podcast pour comprendre. Si on prend juste cette section-là, pour un podcast d'1 heure,
c'est sûr que oui, on peut le détruire. Mais tu sais, on a eu Nicolas Monette, que je te parlais, là, qui parlait du RRQ la fois passée. Tu sais, il a quand même fait un cahier de recherche là-dessus, tu sais, sur le RRQ. On en a parlé. D'ailleurs, Nicolas Monette est un de mes anciens étudiants. Ouais, il m'avait Fait qu'on est deux à rien comprendre à la fiscalité. Exactement, lui Fait aussi, que c'était pas bon. D'après moi, la personne, là, l'utilisateur TikTok doit avoir dit que lui aussi, il comprenait rien. Ben, il y en a eu beaucoup qui disaient justement qu'il y avait tort et tout. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est Nicolas, il est venu faire un podcast de 1 heure et quelques. Il a parlé 20 minutes du RRQ. C'est combien, mettons, toi, tes années de fiscalité, c'est combien en études, qui ont combien de temps à peu près? La maîtrise à temps plein, c'est un peu plus d'1 an. Un peu plus d'1 an. Ouais. Puis ça fait combien de temps que tu pratiques maintenant la fiscalité? J'ai eu mon CPA en 2010. J'ai fait ma maîtrise 2011-2012, fait que ça fait 13 ans. T'sais. Et avant, j'étais déjà, même, tu sais, on parle de déclaration de revenus, etc., depuis 2008 que je travaille. Ok. Parce qu'avant ça, il y a tout le bac en comptabilité, etc. Ouais, tu dois faire. Donc, j'ai commencé ça en 2000. J'ai commencé ma technique administrative en 2005-2006. J'ai eu mon bac en 2008-2009. Fait que j'ai commencé à faire des déclarations de revenus à ce moment-là. C'est comment tu veux en un épisode de 1 heure, ou même toi, on va en parler vite là, de ton podcast Deux fiscalistes, un podcast. Même si vous êtes deux fiscalistes et que vous faites des épisodes à chaque semaine, là, vous êtes rendu à 28, une trentaine d'épisodes à peu près. Mhm. Ben, tu pourras pas tout expliquer à quelqu'un, tu peux pas tout reprendre un contexte sur des. Tu sais, c'est en plus, c'est une loi quand même, la fiscalité, c'est la loi de l'impôt. Donc évidemment, je veux dire, les gens ils chialent sur un extrait de 40 secondes. C'est correct. On veut. Ça fait, encore, je le répète, ça fait partie de la game d'être présent sur les médias sociaux. Ouais. Et est-ce que ça va arriver qu'un jour, je me plante ou qu'un jour, je me prononce mal ou que j'articule mal une idée et que quelqu'un ou même un professionnel ou une sommité me reprend? Si c'est pas déjà arrivé, ça risque d'arriver. C'est sûr, ça fait partie des conséquences potentielles d'être actif, d'être présent sur les médias sociaux. Maintenant, tout dépend de comment est-ce qu'on va réagir dans cette situation-là. C'est pas probable. En fait, c'est sûr qu'un jour, je risque de me tromper dans ce que je vais dire. Ouais, même tu as un lapsus. Un lapsus, c'est déjà arrivé. C'est arrivé dans un des podcasts où je demandais celui sur l'intérêt, quelle dette rembourser en premier. Ouais. Et sur l'ancien podcast, ouais. oui, qu'on avait 3 dettes, puis il fallait déterminer laquelle on remboursait en premier Mais en fonction du dernièrement taux aussi, d'intérêt. sur un de tes podcasts de fiscaliste, je pense que j'ai modifié Oui. les dividendes ou quelque chose Oui, comme je pense que je disais, c'est mieux d'avoir un dividende, alors que dans mon exemple, mon explication, Ouais. ça s'enlignait vers le salaire ou On l'avait l'inverse. fait exactement. On avait Fait qu'on l'avait changé. Fait que c'est arrivé, ça va réarriver. Sur un podcast de 1 heure, tu as un mot que tu t'es trompé, ben, tu vas pas recommencer le podcast au complet. Voilà. C'est comme, ben, regarde, on va vivre avec, puis on va juste le mettre dans le sous-titré. Ou bien même des fois, lorsqu'on parle, on exprime une idée, les si avec les ré. Je suis le premier à reprendre les gens avec ça. Et je me souviens, dans le premier podcast qu'on avait fait ensemble, je dis un si avec un ré. Je m'écoutais, je suis comme, oh mon Dieu, je vais perdre toute crédibilité. Ça va bien aller. Ça arrive. Puis c'est comment est-ce qu'on réagit à ça. Puis si un jour je me trompe, quelqu'un me pinpointe un moment, dit, hey, tu t'es trompé pour tel élément, m'explique mon raisonnement, ben, exactement comme en classe. Je dis, ben écoute, t'as raison, je me suis trompé. Ouais. Ça arrive. Tu peux réagir en étant honnête, en disant, ben écoute, oui, je me suis trompé sur tel élément, voici la nuance, voici, etc. Ou tu peux commencer à dire que l'autre personne s'y connaît rien, puis commencer à bâcher, puis commencer à dire que l'autre personne essaie de profiter de toi, etc. Tu peux réagir de plusieurs façons par rapport à ça. Peux-tu nous parler de ton podcast avec Gérard? Deux fiscalistes, un podcast, ben écoute, on parle de, un peu, on a des thèmes similaires. L'entrepreneuriat, la fiscalité, vu qu'on est deux fiscalistes, finance, etc. On parle aussi à des entrepreneurs moins connus, pas nécessairement des personnes, des influenceurs ou quoi que ce soit, plus des gens low profile qui sont pas nécessairement présents sur les médias sociaux, mais qui ont réussi. Donc un peu le côté, je veux dire, dans l'ombre, si je peux dire ça comme ça, des gens qu'on connaît dans notre réseau qui ont des belles business ou qui font des activités vraiment intéressantes, qu'on entend moins parler, des réussites moins connues. Puis on essaie de rendre la fiscalité, pas la finance, mais vraiment la fiscalité, oui, on va parler de finance, mais la fiscalité accessible à tous. On entend souvent que les cours de fiscalité devraient être donnés dès le secondaire ou même primaire, tout dépendant à qui on parle. On essaie de rendre ça accessible, de simplifier, de vulgariser. Évidemment, c'est pas facile, donc des fois, on va prendre des raccourcis. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions ou quoi que ce soit, mais c'est ça. Fait qu'on essaie de rendre ça accessible, de partager le maximum d'informations.
puis d'essayer de faire, pas de faire comprendre parce qu'on veut pas obliger on n'essaie pas de rentrer ça dans la gorge des gens, mais ceux que ça intéresse, mais de comprendre la fiscalité, pourquoi est-ce que c'est aussi complexe, c'est quoi les nuances, pourquoi est-ce qu'on entend tellement de choses par rapport à ce que c'est illégal, par rapport, est-ce que c'est vrai que les grandes corporations ne payent jamais d'impôts, c'est quoi l'évitement fiscal quand on entend ça, l'évitement fiscal, est-ce que c'est légal ou pas, l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent, c'est quoi la différence? Les gens interchangent ces expressions-là sans nécessairement les comprendre. On veut essayer de démystifier tout ça. Là, on a parlé des automobiles. C'est un sujet qui revient constamment. Un des podcasts qui s'en vient, c'est le traitement des dividendes. Ça fait longtemps qu'on nous le demandait, puis on passe 1 heure à vraiment expliquer c'est quoi un dividende, comment ça fonctionne, comment c'est imposé. Donc, on peut vous retrouver sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts et toutes les plateformes. Google Podcasts aussi? Oui, il y a pas de temps. Bon, c'est toutes les plateformes, oui. Et puis, fiscalité GTT, là, vous faites pas les impôts des particuliers, ce genre de choses-là, parce que souvent, les gens vont me dire « Ah, est-ce que Reggie pourrait faire mes impôts, etc. » Vous faites plus ce genre de trucs-là, là. Non, fiscalité GTT, en fait, c'est le bureau de mon partner, Gérard Théostrudel. Dans quoi est-ce qu'il se concentre? C'est la réorganisation fiscale. C'est-à-dire? Donc, par exemple, quelqu'un qui veut vendre son entreprise, qui veut acheter une entreprise, qui veut regrouper, que ce soit par fusion, liquidation, rémunération de l'actionnaire dirigeant, c'est toute, je veux dire, réorganisation, on pourrait dire aussi planification fiscale. Donc, transférer ton entreprise à tes enfants ou à un employé clé. Ça peut être aussi, si tu as des questions fiscales précises, tu vas avoir accès à un crédit d'impôt, tu te demandes c'est quoi les conditions, etc. Ça va être évidemment tout en canadien. Il ne fait pas d'international. Taxe à consommation, un petit peu, mais c'est pas le core business. Donc, c'est là-dedans, la structure, par exemple, je veux m'incorporer. Ouais. C'est le type de planification. Le type de structure de véhicule juridique à utiliser. Je veux mettre en place une fiducie. Je débarre mon entreprise, on va être 3 partenaires. Est-ce que je suis mieux avec une société de personnes ou une société par action, etc. Donc, tout ça, c'est plus des événements ponctuels. Ouais, c'est de l'organisation, finalement. Là. Oui, organisation fiscale, réorganisation fiscale, planification fiscale. Ah, c'est intéressant. Optimisation fiscale, ça va être un terme qui va souvent être utilisé, mais c'est pas, par exemple, la tenue de livre des états financiers. Ouais. Est-ce qu'on est capable d'en faire? Est-ce qu'il est capable d'en faire définitivement? Jerry a plus de 10 ans. Oui, il est CPA, MFISC. Il a plus de 10 ans d'expérience. Il a travaillé dans des grands cabinets. Okay. On est capable de faire des T1, des T2. Mais c'est pas là-dessus qu'il se concentre. C'est pas qu'est-ce qui est le plus intéressant pour les fiscalistes, sincèrement. C'est plate, mais... Ouais, non, je comprends. Je peux comprendre faire les impôts, c'est moins le fun. C'est pas payant, en fait. Ah, okay. C'est pas seulement que c'est moins le fun, mais c'est que c'est pas payant, il y a des risques élevés. Ah oui, tu me l'avais déjà expliqué, ça, le risk-reward de faire les impôts de quelqu'un. T'es un gars de finance, les gens qui te regardent, qui t'écoutent, ce sont majoritairement des personnes de finance. En finance, la règle de base, est-ce que tu investirais dans un placement, je te dis, qui est high risk, low rewards? Donc, haut risque, peu de rendement. Non. Personne n'investirait là-dedans. Non, ouais. Des déclarations de revenus particuliers, c'est un mal nécessaire. Mais le risque d'erreur est élevé parce que est-ce qu'il manque des feuillets? Est-ce que la personne a vraiment accès à tous ses crédits? Beaucoup de questions à poser. Gérer la relation de « OK, t'as oublié de m'envoyer tel papier, t'as oublié tel papier, t'as ci, t'as ça, es-tu rendu en couple, etc. Qui a la garde de l'enfant? » Ça paraît pas, mais c'est beaucoup de petits suivis, beaucoup d'une charge mentale assez importante et tu ne peux pas facturer 1000, 1500, 2000 $. Non, pour ça, non. On s'entend, non. Tu es déjà à 100 $, fait que c'est pas rentable. Versus faire une réorganisation fiscale, que quelqu'un va vendre sa business, que là, il va avoir des conseils qui voient ta plus-value. Mais même pour vous, ça va être plus le fun aussi, là. Oui, c'est sûr que pour nous aussi, c'est beaucoup plus fun de faire une planification. Tu discutes avec l'autre partie, il y a de la négociation, tu as réfléchi sur une séquence de transactions à faire pour que ça soit optimal, etc. Tandis que des déclarations de revenus, j'ai le fun au début, mais après, comme là, on est en avril, c'est la saison des impôts. Après une couple de semaines, après une couple de jours... cette année, là. Ben, c'est tout le temps la même chose, puis c'était les frais médicaux. Puis là, commencer, puis là, le monde t'envoie les reçus pour massothérapie, il faut que tu leur expliques qu'il n'y a pas le droit. Là, ils disent que l'ancien comptable, il l'a fait. Oui, mais c'est pas parce qu'il l'a fait que c'était bon, tu t'es juste pas fait vérifier. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup d'éducation, c'est très time-consuming, c'est pas rentable. C'est la raison pourquoi il y a beaucoup de grands cabinets même qui en font plus. OK. Ils en font plus
déclaration de revenus particulier parce que c'est pas rentable ou on fait juste les clients qui ont déjà les business, etc. Ok. Mais il n'en faut plus à monsieur, madame, tout le monde parce que ça coûte trop cher et trop de temps comme tuning. Bah, merci de tes explications. On rentre dans le vif du sujet. Yes! Tu voulais nous parler, bon, on est dans les élections qui s'en viennent, tu voulais parler un peu des élections électorales, la fiscalité de ce qui en par rapport à tout ça. On entend beaucoup de promesses justement avec les taxes, baisse les impôts, etc. Hier, justement, j'ai mis un truc pour avoir des questions pour toi. Il y en a que je t'ai pas, ben, en fait, je les ai pas envoyés. Ah, OK. Mais parce que j'en ai un que je sais pas si c'est une joke ou pas. Genre, demande à Reggie si on peut s'ouvrir un compte au Caïman à 35 ans dans une fiducie, faire le tour du monde pendant 2 ans, et pendant ces 2 ans-là, on liquide la fiducie alors qu'on n'est pas résident de nulle part et ne pas payer d'impôts, ou sinon on vit 2 ans dans les Barbades et on liquide tout. Donc je me suis dit, et je ne vais pas lui envoyer toutes ces questions-là, mais c'est le genre de questions que j'ai reçues hier, puis ils sont anonymes, donc je ne sais pas qui a posé ça. Des fois, je me dis que Dommage. c'était peut-être toi qui me faisais une joke. Non, j'aurais pas. Non. En avril, les comptables et les fiscalistes, on n'a pas trop le temps de Bon, ben, de faire les blagues. Non, mais là, ça, c'est n'importe quoi. Là. Je veux dire, le monde peut bien faire ce qu'ils veulent, mais là, c'est une planification. First, il y a de la fiscalité internationale, les règles des îles Caïmans, des Barbades, etc. C'est n'importe quoi. Tant mieux. Donc, déjà, premièrement, on entend une chose qui revient quand même assez souvent, c'est que l'impôt, c'est illégal. C'était une mesure au début qui était temporaire, qui était une mesure de guerre, et qu'on ne devrait même pas payer notre impôt. C'est-tu vrai ou faux? Complètement faux. Ok. Oui, au début, c'était la loi de l'impôt sur les mesures de guerre. Il y a eu dans les discours, je ne sais pas si c'était à la Chambre des communes ou peu importe, des gens qui ont dit « OK, on fait ça temporaire et après la guerre, on va l'enlever ». Et c'était dans les discours qui se faisaient dans les discussions et ça a été repris comme étant « Hey, vous étiez supposé de l'enlever ». Mais il n'y a jamais eu de confirmation quoi que ce soit, c'était temporaire. Et l'impôt a été modifié à travers le temps. La loi de 1914 n'est pas du tout la même que la loi d'aujourd'hui. Ouais. Même dans les lois des années 40-50, où il y avait la guerre, certains impôts pouvaient atteindre 80%. Ah ouais. Oui, fait que là, tu travailles pour pas grand-chose. Puis je pense que j'avais retrouvé la loi des années 1940 et c'était quand même intéressant parce que je crois que c'était quand tu avais... Là, je parle peut-être à travers mon chapeau, je me rappelle pas des chiffres, mais c'était quand tu avais 5 ou 10 000 de revenus. OK. Tu étais imposé à 80% pour l'excellent. 5 ou 10 000. Mais on s'entend qu'on était dans les années 40. OK. Puis de mémoire, c'était que le salaire qui était imposé, pas le dividende. En tout cas, c'était très... disons qu'aujourd'hui, il y aurait énormément de planification à faire si c'était la même. Mais avec le temps, ça a été modifié. Et la preuve, l'article 1 de la loi, c'est... cette loi s'appelle... titre, loi de l'impôt sur le revenu. C'est quand est-ce que ça a été adopté? En 1972, etc. La version la loi dans sa version actuelle a été adoptée en 1972. OK. Donc ça vaut plus, ça compte plus pour la Première ou Deuxième Guerre mondiale. Non, ça aurait pu. Même ça, il y a eu des réformes dans les années 40, il y en a eu d'autres. Il y a eu différentes réformes et... Ça change plus souvent c'est la loi de légal. l'impôt? Avant, ça changeait plus souvent aux 20-30 ans. Ah, Je ok. dirais que la loi de l'impôt, elle est due pour un changement. D'accord. Elle est due pour une réforme complète. Mais c'est plate, et je vais me permettre un commentaire éditorial. Il n'y a aucun policier, pas policier, mais politicienne qui a les guts de lancer une réforme de l'impôt parce que c'est rough. La dernière a pris 6 ans avant qu'on ait quelque chose. Là. Mais quand tu veux dire réforme, Ça, c'est par exemple, là, tu prends plusieurs experts à travers le Canada, Ouais. façon de parler, tu les mets dans une salle, puis tu dis, vous me posez une nouvelle loi de l'impôt. Mais pourquoi tu penses qu'on devrait changer la loi de l'impôt? La nôtre, dans sa version actuelle, date de 1972. J'aime ça parce qu'on prépare des épisodes, on parle pas du tout de ça. Mais vas-y. C'est correct. C'est la nôtre date de 1972 et depuis ce temps-là, tout ce qu'on a, c'est qu'on l'a amendé, on a rajouté des bouts dedans. Mhm. Mais la vie en 1972 versus la vie en 2025 Ah ouais. n'est plus la même. Ne serait-ce que par le marché numérique, le marché de la crypto, le marché boursier avec tous les instruments qui existent. Ouais. C'est plus pareil que dans le temps où c'était simple de dire, bon, mais la société est-elle résidente? Ben, elle a-tu son siège social ici? Elle a-tu des locaux ici? Est-ce qu'elle a été incorporée ici? C'est simple, c'était papier, c'était physique. OK. Maintenant, mon entreprise peut être... Je peux être au Canada, mais avoir toute mon entreprise ailleurs, la gérer à distance avec mon cellulaire, c'est plus la même chose. Je suis sur j'ai un disque dur qui est à Silicon Valley, puis je fais de l'hébergement web ou quoi que ce soit. Ben, et moi, j'habite au Canada, le
Le serveur est aux États-Unis. Ma clientèle est en Asie. Ouais. Elle est où ma business? C'est plus juste où est ton emplacement physique. Ok, je comprends. Ça devient beaucoup plus complexe. Ah, dans le fond, ça fait plus de 50 ans. Là. Oh oui, la loi est due, mais c'est quand même, ça prend du gosse pour dire, bon, on va la refaire. Puis c'est sûr que quand on va la refaire, il y a toujours des choix politiques qui sont faits dans la loi de l'impôt. Ouais. Quand on la refait, elle ne sera jamais parfaite. Il n'y a aucune loi fiscale qui est parfaite. Ça, c'est la politique directement fédérale qui décide de la loi de l'impôt ou c'est chaque province? Il y a les deux. Chaque province, normal. Ben, au Québec, on a notre propre loi. Les autres provinces vont avoir certaines précisions par rapport à leur province, mais vont beaucoup se fier à la loi de l'impôt fédéral. D'accord. Mais au Québec, on a aussi notre propre loi. Okay. Maintenant, qui décide? Ben, c'est le ministre des Finances. C'est lui qui fait la loi, c'est lui qui l'amende, c'est lui qui, suite aux politiques et de ce que le gouvernement décide, notamment dans le budget. Donc, et après ça, qui l'applique, qui s'assure qu'elle est respectée, c'est le ministre du Revenu. Ça, c'est l'ARC ou Revenu Québec. ARC, Revenu Québec. Donc, oui, on serait dû pour une réforme, mais ça prend tout un cadre, ça coûte de l'argent. Ah bon, puis si en 1960, le rapport Carter, je pense que c'était en 1966, quand il a été commandé, puis etc., puis en 1972, on est arrivé avec la nouvelle loi. Maintenant, avec tous les délais, puis avec toutes les possibilités de reporter, je sais même pas, je suis convaincu que ça prendrait 10-15 ans avant qu'il y ait une réforme, puis elle serait déjà out of date quand elle apparaîtrait. Là. Malheureusement, là, c'est plus comme avant. De quoi tu voulais nous parler aujourd'hui? Est-ce que je sais que tu as prévu des trucs? J'ai pas ton papier où toi tu as rempli, mais je vais... Ben, vas-y avec... dans le fond, on parlait vraiment de... les questions, c'était c'est quoi baisser les impôts pour la classe moyenne? Est-ce que c'est mieux de baisser les impôts? Est-ce qu'on augmente les taxes? Là, les promesses électorales, qu'est-ce que ça veut dire quand tout le monde te promet de baisser les taxes alors que tout augmente? Est-ce qu'on enlève les taxes à la consommation? Est-ce que... qui profite réellement des baisses d'impôts? Je me souviens que Pierre-Yves Maxson avait dit quelque chose où est-ce qu'il parlait des instruments d'investissement comme le CELIAP, puis il avait dit que c'était une mesure créée par les riches pour les riches. Est-ce qu'une baisse d'impôts avantage... Est-ce qu'on devrait taxer plus les riches? Il y a tellement de choses à prendre en considération que je ne sais pas ce que tu penses de tout ça avec les mesures électorales puis les différents partis. On voit justement la Mark Carney qui s'en vient, qui est notre nouveau premier ministre. Là, il est en élection, il n'a pas encore gagné. Mais... Ouais, mais il est notre oui, pour l'instant, oui. Tout d'abord, le commentaire de M. McSween, je devrais dire que je suis en accord avec lui. Okay. Le CELIAP, je ne pense pas que c'était la mesure qui était adaptée, appropriée pour l'objectif où est-ce qu'on s'en allait. Est-ce que c'est vrai de dire que les baisses d'impôts sont pour la classe moyenne? Ça dépend toujours comment la baisse d'impôts est faite. Et, là, tu ne vas pas aimer ce que je vais dire, mais c'est qui la classe moyenne? Comment définit-on la classe moyenne? Ouais. Parce que c'est un peu comme, les riches devraient payer plus d'impôts. Ouais, c'est qui les riches? Ouais. Puis tu nous en avais parlé un peu dans un podcast aussi, justement, avec quelqu'un qui a lancé un podcast, justement. Est-ce que tu es payé en dividende, mais c'est pas un salaire? Est-ce que tout ton argent dans ton entreprise? Est-ce que c'est c'est quoi riche? Est-ce que c'est valeur nette? Est-ce que c'est... Si on pense au régime de retraite de nos fonctionnaires, on se rappelle, aux dernières élections provinciales, il y avait un parti qui voulait taxer les riches, puis que quand ils ont fait leur mesure, ils se sont rendus compte que tous les fonctionnaires étaient visés à cause de leur régime de retraite. Okay. Puis ils ont reculé assez rapidement parce que les fonctionnaires, c'était pas mal... c'est comme, j'ai envie de se mettre tout le monde à dos, ça marche pas notre affaire. C'est qui les riches? Comment on détermine quelqu'un qui est riche? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait plus de 100 000? Fait qu'on dit, OK, quelqu'un qui fait plus de 100 000 est riche, mais quelqu'un qui fait plus de 100 000, mais que l'autre conjoint, par exemple, est soit à la maison, soit handicapé, s'occupe des enfants, peu importe. Donc, on a un seul revenu familial, une seule personne qui a un revenu pour la famille de 100 000. Versus quelqu'un que les deux parents travaillent, ou les deux conjoints travaillent, font tous les deux 50 000. C'est le même 100 000. Mais est-ce qu'on va dire que celui qui fait 100 000, lui est riche, mais les deux qui font 50 ne le sont pas? Et aussi, quelles sont les obligations? Quelqu'un qui fait 200 000, mais a un conjoint qui a eu un accident qui ne peut plus travailler, a 2 enfants, dont un enfant qui a des problèmes particuliers. Le 200 000 va être parti assez rapidement. Il ne restera plus grand-chose. Est-ce que vraiment on peut me dire que cette personne-là est riche? Pas vraiment. Dans ces circonstances-là. De la même manière qu'un jeune professionnel sort de l'université dans une grosse job et est payé 75 000, habite chez ses parents, aucun loyer, une auto raisonnable, tout ce qu'il a payé, c'est son téléphone, à 75 000.
Wow. Moi, je considère que cette Ah bah oui, personne-là, très bien. elle vit plus que bien. T'es encore chez tes parents. Normalement, t'es logé, nourri gratuitement. Évidemment, ça dépend si les parents chargent un loyer, etc. Donc, c'est extrêmement difficile OK. de déterminer c'est quoi riche. Et est-ce qu'on parle riche, on parle seulement des revenus ou on parle Ouais, de la valeur nette, de c'est la ça? valeur nette? C'était des immeubles, whatever, des entreprises. Donc, quelqu'un qui a pour $1 million de terrain, Mhm. héritage, mais qui a un salaire de 45 000, ben même de 25 000, est-ce qu'il est riche? Techniquement, il a payé les droits de mutation, l'impôt foncier, désolé. Il est riche en termes de valeur nette, mais en termes de liquidité, Non. il ne l'est pas. Versus quelqu'un qui a 300 000 en actions boursières, puis qui fait 30 000 par année, lui, il peut liquider en dedans de 24 heures. On peut dire que cette personne-là est plus riche. Donc, définir c'est quoi un riche, et j'aimerais aussi définir c'est quoi un pauvre. Parce que si on dit qu'il y a des riches, ça veut dire qu'il y a des pauvres. Ouais. Et là, on aurait la classe moyenne entre les deux. Mais c'est quoi un pauvre? Un pauvre, c'est quelqu'un qui vit sous le seuil de la pauvreté. Mais encore là, on revient, l'étudiant qui est logé, nourri, qui fait 15 000 par année, mais que techniquement a 18-19 ans, que Pas de dépenses. pas de dépenses, pas rien, il est aux études. Selon les statistiques, il est sous le seuil de la pauvreté. Mais il est étudiant à temps plein, fait qu'est-ce qu'il est exclu? Je ne sais pas exactement comment ils sont faits, mais il faudrait voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Et aussi, le revenu, est-il imposable, est-il non imposable? Les allocations sociales, plusieurs sont non imposables. Fait que techniquement, ton revenu va peut-être être plus bas, mais tu n'as pas payé d'impôts. Donc, pour te ramener, il faudrait... Fait que c'est extrêmement difficile de dire, ben les impôts, est-ce qu'ils vont aider la classe moyenne? Est-ce qu'ils vont aider... Pour les fins électorales, on aime ça lancer la classe moyenne. On va taxer les riches. On va taxer les grandes entreprises. Mais concrètement, ça veut dire quoi? C'est des belles phrases là, qui punchent à la télé, qui vont aller chercher un grand nombre de personnes, mais quand on prend le temps d'examiner les mots, ça ne dit pas grand-chose. C'est sûr que quand tu dis pour un politicien, la classe moyenne, tout le monde se sent un peu concerné. Oui, C'est ça, dans le sens, je trouvais ça intéressant. Je suis sorti avec quelques statistiques là-dessus. Dans le fond, ce qu'il disait, c'était en 2022. Non, excusez, une enquête Polara. C'est CTV News qui a fait cette enquête-là. En 2023, auprès de 3000 Canadiens âgés de 18 ans et plus, a révélé que 78% se considèrent comme appartenant à la classe moyenne. c'est beaucoup, hein? Oui, donc 78% des Canadiens considèrent qu'ils sont à la classe moyenne, alors que eux, selon leur définition de la classe moyenne, en fait, il y en avait 39% qui gagnaient moins de 20 000 qui pensaient être dans la classe moyenne. Okay. Et, excusez, il n'y en a pas 39%. 39% de ceux qui gagnaient 20 000 disaient être dans la classe moyenne. D'accord. Ouais. Et 92% de ceux qui gagnaient plus de 150 000 se croyaient dans la classe moyenne. 80%? 92% de ceux 92? qui gagnaient plus que 150, C'est ça, je eux voulais croyaient dire. être dans la classe C'est ça moyenne. que j'allais dire, j'étais comme parce que même ceux qui font des gros salaires, ils se disent oh, on m'enlève tout ça d'impôts, on m'enlève tout ça, donc je me considère dans la classe moyenne. Ça m'étonne même pas ce chiffre-là. Fait que là, je dis pas que 92% sont dans la classe moyenne. Non, c'est que dans les 100, de ceux qui faisaient 150 000, Parce qu'il y a un énorme salaire quand même. c'est un très bon salaire. Confirme, professeur à l'UQAM, c'est pas ce que je fais. Mais c'est un très bon salaire. Et aussi, la définition évolue avec le temps. Quand on repense aux années 80, 90, début 2000, avoir une auto était la norme, avoir deux autos, automatiquement, on considérait que tu étais dans les hautes élites. Tu avais un haut revenu. Aujourd'hui, plusieurs personnes considèrent la norme d'avoir deux autos. Mais encore là, tout dépendant évidemment des automobiles. Ouais. Si tu as deux autos qui datent des années 90, fine, c'est correct. Mais si tu as deux autos qui sont moins de 5 ans d'âge, puis tu connais beaucoup plus les autos que moi, personnellement, je vois deux personnes qui ont deux autos qui ont moins de 5 ans, je pense pas que cette personne-là est dans la classe moyenne. Payer des autos de nos jours, deux autos qui ont moins de 5 ans, puis maintenant, les prix, c'est plus 500, ton logement, plus si, t'es pas dans la classe moyenne si tu as la mesure. Et c'est ça. Fait c'est quoi la définition d'une classe moyenne? Puis est-ce qu'il y a une vraie définition ou il y en a juste pas? Pas vrai. J'ai pas réussi à la trouver. S'il y en a une, j'ai pas réussi à la trouver. Il y en a qui vont prendre, c'est qu'ils vont prendre le revenu médian et vont aller calculer comme plus de 25%, moins de 25%, ou plus X%, moins X%, on dit ça, c'est la moyenne. Mais une définition claire que tout le monde s'entend, on regarde dans le dictionnaire, on regarde peu importe une source, il n'y en a pas nécessairement. Okay. Ah, c'est intéressant.
C'est intéressant parce qu'on shoot tellement ça régulièrement. Ben, il y a plusieurs... oui, il y a plusieurs choses en fiscalité qu'on shoot. On va baisser les impôts. Je sais... J'en avais discuté dans un article de la presse de Nicolas Bérubé, où c'était comme, tu sais, Carney et Poilievre. Messieurs Carney et Poilievre disaient, on va baisser le taux d'impôt pour la première tranche d'imposition. Oui, c'est vrai que ça va toucher tout le monde qui a un revenu que moindrement... Dès que tu as un revenu de moindrement de 50 000, tu vas être affecté. Puis oui, c'est vrai que c'est une baisse d'impôt. Mais qu'est-ce qu'on va couper par ailleurs? Mm-hmm. Je le répète souvent, rien ne se perd en impôts. Je reprends une vieille... Je me rappelle pas c'était qui l'avait dit. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transfère. OK. Les revenus du gouvernement, vois ça comme un cercle. Tu as une partie d'impôts, partie taxes, partie tarifs, partie amendes, etc., les sanctions que les gens peuvent payer, etc. Bref, ça, c'est l'ensemble des revenus. Si je décide de réduire une des sources de mes revenus, mes dépenses sont toujours les mêmes. Il faut que je les paye. Et même, elles continuent d'augmenter. Mm-hmm. Il faut que quelqu'un d'autre paye. Ouais, c'est ça. Je me souviens que c'est une de tes questions de dire est-ce que c'est possible de diminuer les impôts, augmenter les services, etc. C'est impossible. Il faut soit couper dans un service, couper dans un salaire. Règle de base en comptabilité, j'ai mon état des résultats. Fait que j'ai mes revenus moins mes dépenses. Ça me donne à la fin, j'ai un profit ou un déficit. Il y a deux variables, là. Il n'y en a pas plus que ça, là. Je me souviens que quand j'étais aux études, j'allais en comptabilité, je me disais que mes maths allaient être utiles, qu'il y avait peut-être de l'algèbre, des multiplications. La comptabilité, c'est des plus, des moins, des fois des divisés. On arrête ça là après. Fait que j'ai mes revenus, j'ai mes dépenses. Je diminue mes revenus. Il faut que je paye mes dépenses. Mm-hmm. Mon autre option, c'est d'aller chercher une dette. C'est ça. Il faut que l'argent rentre de quelque part. Fait que si je diminue une source de revenus, soit que j'augmente une autre source de revenus, fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui va payer pour, ou j'emprunte, ou je diminue mes dépenses. C'est mon seul moyen. Sinon, j'augmente mon déficit de l'année. 36 000 solutions, quoi. Si on veut ramener ça à sa plus simple expression. Donc là, je peux diminuer mes dépenses, c'est-à-dire couper des salaires couper des salaires dans la fonction publique. En ce moment, il y a certaines agences fédérales qui ont des grosses coupures. Mais là, tu ramènes des gens sur le marché qui ne travaillent pas, donc tu as le taux de chômage, tu as l'assurance emploi, tu veux. Fait que tu n'as pas réglé ton problème nécessairement. Ou tu vas couper des services, et là, ça va être des services sociaux qui vont être coupés par ailleurs. Donc, il va y avoir des gens qui vont payer. Ouais. Là, oui, et tu vas avoir ceux qui sont coupés les services vont chialer, ce qui est tout à fait normal. Est-ce que maintenant, on veut conserver ces services-là? C'est nous, en tant que population, ultimement, à l'origine, qui a demandé ces services-là. Mm-hmm. Je sais que c'est quelque chose qu'on dit souvent au Québec, surtout au Québec. Au Canada, on a énormément de services sociaux. Est-ce qu'on est prête, puis il y avait plusieurs articles sur l'état de providence de la presse là-dessus qui étaient super intéressants, est-ce qu'on est prête à couper certains de ces services-là au détriment de ces personnes-là? Je ne dis pas que c'est qu'est-ce qu'il faut faire, mais est-ce qu'on est prêt à ça pour réduire notre fardeau fiscal? Oui, la gestion est un élément. Je suis d'accord que oui, c'est pas nécessairement... On dit que c'est pas nécessairement bien géré. Je suis peut-être un peu naïf, mais j'aime croire que certains politiciens font ce qu'ils peuvent. Oui. Mais, oui, on oublie l'aspect gestion. Il y a quand même énormément de services à la base. Fait qu'est-ce qu'on est prêt à en laisser tomber quelques-uns? Si oui, lesquels? Ouais. Donc, quand on parle de baisse d'impôts, oui, c'est possible, oui. Mais il y a quelqu'un qui va payer ailleurs. Donc, c'est là qu'on parle on va taxer les entreprises les plus riches, on va taxer les riches en particulier. Qui sont les riches? Là, il y avait la mesure du gain en capital. Justement, tu avais fait un épisode là-dessus dans ton podcast de Fiscaliste en podcast, qui a été finalement reporté. La mesure du gain en capital, on pourrait faire sur l'historique. Puis justement, en 1972, quand ils ont lancé la loi, le gain en capital, initialement, devait être imposé à 100%, comme un revenu. OK. Et ça a été réduit à 50% parce qu'on voulait s'assurer d'être compétitif avec le marché américain. Quand on regarde dans les mesures de Carter, littéralement, ce qui est suggéré, c'est 100%. Et après ça, ça a été diminué. Ce n'était pas 50% initial, ça a été à 75, à 66, à 50, ça a joué avec le temps. Okay. Là, on est à 50. Et c'était pour compétitionner et c'était aussi pour favoriser nos entreprises, nos sociétés privées. Parce que initialement, le gain était à 50% sur les sociétés publiques.
et non sur les sociétés privées. D'accord, OK. Quand c'était proposé justement dans la réforme fiscale, mais quand ça a été adopté, ils ont dit 50% sur tout, parce que sinon les gens ne vont pas investir dans les sociétés privées, ils vont juste investir sur le marché boursier, voyons, sauf 50% d'impôts. Quoi t'intérêt de faire suer à aider quelqu'un à partir d'une business? Investir ça en ligne, puis merci. Et bref, disons que le gain en capital, c'est une bébite. Je ne serais pas surpris qu'un jour, il réaugmente, qu'il rehausse le taux. Parce que je suis d'accord, ça c'est personnel à moi, mais Oui. ça, c'est pas... Parfait. Vas-y, je te laisse continuer si tu avais des... Je sais que tu avais pas mal de notes, donc... Écoute, j'en ai parlé, mais sinon, juste des articles intéressants. Geoffroy Boucher, auteur de La classe moyenne au Québec et au Canada, Portrait et évolution, qui a été publié le 30 janvier 2025. Donc, c'est tout récent. Encore là, il mentionne qu'il n'y a aucune définition de la classe moyenne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'au Québec, et ça, je sais que tu vois, les gens ne vont pas aimer celle-là, mais que tu la mettes en clip. Au Québec, l'effet des transferts gouvernementaux et de la fiscalité est plus marqué au Québec qu'ailleurs au Canada. OK. Donc, la redistribution de la richesse est meilleure au Québec qu'ailleurs au Canada. C'est ce que son analyse. Pourtant, on dit qu'au Québec, justement... J'ai pas été voir toute la recherche, mais je sais qu'une de ses conclusions, c'est que la redistribution de la richesse est meilleure. Fait que je dis pas qu'elle est bonne. Je dis qu'elle est meilleure au Québec qu'au reste du Canada. Donc, je suis surpris. Bon, on a beaucoup plus de programmes sociaux au Québec. Puis les familles, on a beaucoup plus d'éléments au Québec que le reste du Canada et même que les... Est-ce que c'est pour ça qu'on dit que le Québec est la province la plus taxée et imposée? Est-ce que c'est pour ça? C'est définitivement un des facteurs. OK. Plus que tu vas avoir de services, il faut que ça se paye. Plus que tu vas avoir... On a nos garderies, on a les frais de scolarité, il faut que quelqu'un paye pour ça. Là, on va dire que c'est pour le bien-être de la communauté. Je dis pas que c'est mal. Ouais. Mais ça reste que quand on retourne en 2012, quand les frais de scolarité étaient gelés, même sans avoir de bac ou quoi que ce soit, on met en place une mesure. Ouais. En date d'aujourd'hui, 2025, je te dis, tes frais de scolarité, au total, ça coûte 200 $. Simon paye 100 $, je vais payer 100 $. OK. Toi, t'es le gouvernement. Je suis le gouvernement, Okay. t'es l'étudiant. Mais je te dis, toi, ton 100 $ augmentera pas. On le gèle. OK. L'année prochaine, dans 3 ans, dans 5 ans, Les frais de scolarité. les frais de scolarité augmentent. Les salaires des professeurs, je suis pas gratuit, non? Faut que... Fait que les salaires augmentent, les frais augmentent, les besoins pour les étudiants augmentent, tout augmente. Fait que les frais de scolarité, dans 5-10 ans, c'est rendu 500 $. Toi, tu payes toujours 100 $, c'est rendu que j'en paye 400. Ouais, c'est ça. Faut quelqu'un qu'on pense pour ça. Ouais, je comprends. Fait que n'importe quelle mesure qui nécessite un gel des frais, tôt ou tard, va être vouée à ce qu'à un moment donné, ça pète. Mais non, j'ai l'impression qu'on s'enlise quand même dans les dettes. On voit là la CAQ qui annonce un déficit de 11 milliards ou 13 milliards, je ne sais plus, 11 milliards je pense. Un déficit record. On voit le Canada aussi. Là, on voit aux États-Unis que Trump il veut enlever le plafond de la dette. Est-ce que c'est possible, ces promesses électorales d'un équilibre budgétaire? Je sais que t'es pas au gouvernement, mais... Non, en fait, je ne suis pas économiste, donc je vais faire attention à ce que je vais dire là. C'est moins Okay. ma spécialité. Est-ce qu'on va revoir un équilibre budgétaire? De plus en plus, je me dis que de mon vivant, ça va être peu probable. Ouais. Ça concerne pas juste le pays, ça concerne la planète. OK. Comment ça se passe ailleurs dans le monde a un impact sur comment est-ce qu'on va vivre ici. Ça, c'était une discussion que j'avais déjà eue avec quelqu'un de dire, ben écoute, en Amérique du Nord, on a... Je ne sais pas qu'elle est parfaite, mais on a une belle vie. Ah bah oui. On a une très belle vie. Toi, t'es né au Québec? Oui. Ouais, OK. L'hôpital Charlemagne, donc Greenfield Park. Okay. Donc, en Amérique du Nord, oui, on a des problèmes sociaux, je suis d'accord, mais si on se compare avec ailleurs dans le monde, il y a des endroits que ça peut être meilleur, je suis d'accord. La majorité de la planète, ouais, ça va beaucoup plus mal qu'ici. Mais pour avoir cette vie-là, c'est impossible que toute la planète ait la vie que nous, on a en ce moment. C'est plate à dire, mais il y a certains pays que ça va mal, puis c'est grâce à ça qu'ici, ça va bien. Okay. Fait que, maintenant, dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? Si tu mets demain matin les mesures protectionnistes des États-Unis, demain matin, tout est fabriqué aux États-Unis, c'est plate, mais les gens, les Américains n'ont même plus assez d'argent pour eux-mêmes acheter leurs propres produits. Ouais. Avec toutes les conditions, etc., ils ont besoin de profiter, façon de parler.
d'aller faire leur truc au Bangladesh, au Vietnam, etc. Bien sûr. Parce que nous, tu vas avoir un ingénieur dans certains pays qui va te coûter 30 pièces par jour, puis qui va avoir les mêmes études, sinon plus qu'un ingénieur ici qui te coûte un salaire de 200 000 par année. Ouais. C'est incroyable. Mais nous, c'est ce qui s'est passé en Europe. À un certain moment donné, c'est que quand il y a eu l'euro qui est arrivé, moi j'ai vécu dans le fond en francs français, puis après à l'euro, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises après qui se sont mis à délocaliser. Par exemple, moi, mon oncle est parti travailler en Roumanie et il faisait en Roumanie un salaire en euros français, mais il vivait en Roumanie avec l'euro roumain. Donc oui, c'est le même euro, sauf que lui, mettons, j'étais n'importe quoi, il gagnait 2500 euros, mais en Roumanie, avec 2500 euros, il disait qu'il vivait comme un dieu, alors que c'est à quelques heures de la France en voiture. Et c'est un peu ce qui se passe, c'est que les compagnies délocalisent pour de la main-d'œuvre, on va dire, moins chère, plus bas marché. Mais en même temps, pourquoi ils ne le feraient pas? Ben, pourquoi non? Là, on rentre dans des questions de valeur, d'éthique, etc. Ici, on va s'attarder aux faits. Même sans parler business, juste personnel, juste plaisir personnel. Les Québécois ont fait partie de la clientèle principale de Cuba. Okay. Parce que c'est un des endroits, notamment, Belle-Plage, etc., qui coûte le moins cher. Le salaire d'un Cubain, à peu près, par mois, de mémoire, je pense que c'est entre 20 et 50 piastres. Par mois? Par mois. L'équivalent, le 20-50 piastres d'argent canadien. Mais leur nourriture, etc., ça coûte pas tellement moins cher qu'ici. L'électricité est gratuite, oui. Les loyers, c'est pratiquement pas à payer, mais c'est 20-50 piastres. Imagine, demain matin, on rentre un syndicat, puis on dit que maintenant, tout le monde est payé 10 piastres de l'heure, puis que les salaires, ça doit être 35 000, 40 000 par année par personne. Ouais. Puis personne ne peut aller à Cuba. Non, c'est ça. Fait que c'est ce qui se passe ailleurs dans le monde. Oui, peut avoir un impact sur notre mode de vie ici. Fait que maintenant, on revient à la question, est-ce qu'on va avoir, est-ce que l'on s'étend sur divers sujets qui ne sont pas nécessairement reliés au budget et au déficit? La dette, on transfère ça aux générations futures, ne serait-ce que, puis là, je ne sais pas si Nicolas était rentré là-dedans, il se connaît beaucoup plus que moi en RRQ, mais la RRQ, elle avait augmenté drastiquement dans les 10, 15, 20 dernières années, et c'était notamment à cause que dans le temps, ça aurait dû augmenter avant, puis le gouvernement ne l'avait pas fait. Okay. Puis ils appellent, bon, ben écoutez, on est en retard. Génération X, paf, vous allez payer pas, on vient de l'augmenter one shot. Et là, ça crée un tollé, c'est comme, oui, mais vous bénéficiez de la RRQ, que vous avez payé pas cher, que là, vous avez... Là, ben moi, j'ai travaillé toute ma vie. Ouais, mais là, en ce moment, c'est moi qui paye pour toi, t'aurais dû payer plus. Tout un conflit générationnel. Ce qu'il disait Nicolas aussi, c'est qu'on fait de moins en moins, de moins en moins d'enfants. Aussi. Donc, il y a ce niveau-là qu'avant, il y avait 5 payeurs de taxes pour un retraité, puis que là, on arrive à 3 payeurs de taxes pour un retraité. Donc, il y a un déséquilibre majeur. C'est pour ça qu'on a besoin de l'immigration, mais en même temps, on a besoin de l'immigration, sauf que il y en a beaucoup après qui retombent sur les services sociaux. On n'a plus d'argent pour ça. On a les loyers augmentent et il n'y a plus assez de place pour habiter. Tu sais, j'ai l'impression que c'est quoi l'expression? On essaie de se mordre la queue, tu sais, un chien qui se mord la queue. Là. Catch 22 ou on court après notre queue. Effectivement. Et effectivement, on ne fait pas beaucoup d'enfants. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va rentrer justement dans une des questions que je trouvais intéressante. On fait moins d'enfants, puis il y avait une étude, puis j'espère que je l'ai noté, qui disait que c'est plus dur d'élever un enfant aujourd'hui que dans le temps. Et c'était intéressant parce qu'on parlait du intensive parenting, donc la parentalité intensive. Okay. Je trouvais ça super intéressant, mais on pourrait y revenir. Ça fait partie des choses qu'on va discuter. Je trouvais ça bon. Donc, on se disait, là, promesse électorale, fiscalité, est-ce que les baisses d'impôts sont... Est-ce que c'est des vraies choses ou c'est plus abus électoraliste de ce que je comprends? Ben, c'est électoraliste. Est-ce que c'est vrai que c'est des baisses d'impôts? Oui. C'est vrai que ça va baisser les impôts. Mais comme je dis, à quelque part... Ils vont aller chercher ailleurs. C'est ça. Maintenant, où est-ce qu'on va aller chercher? Ça, ils ne disent pas dans leurs promesses. Non. Parce que tu peux pas... Je veux pas faire de partisanerie, mais il y a un parti notamment qui a dit on va investir plus en militaire, on va baisser les impôts et on va améliorer les services. Mais la dette va exploser. Ben, explique-moi. Moi, j'ai pas de problème. Mais un coup que tu as dit ça, ça, c'est quelque chose, parce qu'il y avait une question qui disait comment s'y retrouver avec les politiciens et tout. Prenez le temps de les écouter, qu'est-ce qu'ils disent, et d'aller relayer, et porter l'attention aux tribunes, autant des deux côtés. Donc, une tribune pro-conservatrice, une tribune pro-libérale, une tribune plus neutre. Vous allez vraiment avoir un meilleur ensemble de qu'est-ce qui se passe. Quand on dit dans les promesses électorales, il y en avait une,
que je trouvais intéressante. Et là, la presse a fait... Le Devoir, excusez. Le Devoir a fait un article il y a 2 jours, je pense. Ok. Puis ils ont rassemblé les promesses électorales. Et il y avait un des partis que ça me faisait rire. Ben, je regardais Y a-tu des bijoux? la promesse. Ben, pas du groupe. Non, c'était assez plate, honnêtement. Mais il disait, je la retrouve plus malheureusement, je pensais que je l'avais noté. Ça disait, nous allons régler telle problématique. OK. Ben, c'est ça la promesse. Nous allons régler. OK, mais comment? Tu m'as rien dit, là. Tu m'as juste dit que tu allais régler. Une stat que j'avais écrit par rapport aux promesses électorales, justement. Il disait que Trudeau y avait tenu 23% de ses promesses en totalité, 29% partiellement tenues et 48% brisées. Je suis surpris qu'il y en ait tenu autant. Ben non, mais pour vrai, pas à cause de Trudeau, mais je parle que je trouve ça quand même pas pire. On est 23 plus 29, c'est près de 50% partiellement ou répondu. Je trouve ça quand même bon. Moi, c'est que 52% des promesses faites lors de la campagne ont été réalisées ou partiellement tenues. Bon, on va donner à César ce qui revient à César. Tu sais, quand même, il y a beaucoup de promesses qu'à un moment donné, ils peuvent pas tenir parce qu'il y a beaucoup de contextes aussi qui changent. Donc, Puis c'est facile, là, surtout un parti qui n'est pas au pouvoir, qui s'en va au pouvoir. Ah bah ouais, Lui arrive, finalement, les finances n'étaient pas ce qu'on pensait. Là, c'est la faute de l'ancien c'est la faute de l'ancien. Puis, tu sais, quand on y pense, là, ça, c'est le parti un nouveau parti qui va au pouvoir. Celui qui était déjà au pouvoir. Pourquoi c'est là qu'il fait ses promesses et non pendant qu'il était au pouvoir? Ouais, exact. Ouais, je suis d'accord. Ça me fait penser un peu comme une relation de couple où ce que ton conjoint ou ta conjointe quitte, puis c'est là que tu dis que tu vas changer, que tu vas t'améliorer. Je vais changer. Mais pourquoi tu l'as pas fait pendant la relation? Ben, parce que tu m'avais pas quitté encore. C'est ça. J'étais pas sur la sellette. Je pensais que je pouvais encore en profiter. Qu'est-ce que tu penses de l'art dans le contexte fiscal? C'est une question qui était revenue. Où est-ce qu'il disait les gens qui ont beaucoup d'argent qui achètent des œuvres d'art? Est-ce que c'est quelque chose de... C'est pas... C'est si vrai que ça que tu vas sauver beaucoup d'impôts parce qu'après tu le revends puis que... Donc quand tu le revends, si tu fais un gain, c'est un gain en capital. OK. Fait que c'est la même chose que si tu avais un placement boursier. Ou un terrain. Terrain, il faut faire attention parce que quand tu le revends, ça pourrait être un revenu d'entreprise. OK. Oui, fait que ça, il faut faire attention. Mais l'art, et même l'art, si tu le revends et tu le revends à perte, ta perte, l'art, c'est ce qu'on appelle un tableau, par exemple. C'est ce qu'on appelle un bien meuble déterminé. Donc, si tu réalises une perte là-dessus, tu peux même pas l'utiliser contre tes autres gains en capital. Tu dois l'utiliser contre des gains de biens meubles déterminés. Donc, contre d'autres œuvres d'art ou d'autres pièces de collection. Ouais, parce que tu peux appliquer des pertes sur certaines choses que tu as eues. C'est ça, mais c'est pas comme un placement boursier. Tu fais une perte sur Amazon, puis après ça, tu fais une perte sur la vente d'un terrain, qui est un gain en capital, par exemple, qui est une perte, un gain sur la vente d'un terrain, qui serait un gain en capital. Tu peux prendre ta perte sur Amazon contre un gain. Okay. Mais ta perte sur un tableau, tu ne pourrais pas l'utiliser contre ton gain sur Microsoft, par exemple. Ah ouais, OK. Tu peux pas. Versus ta perte sur Microsoft, tu pourrais l'utiliser contre ton gain sur un tableau. OK. L'un est valable, mais l'autre n'est pas valable. C'est ça, parce que l'art, c'est un bien meuble déterminé. Il y a une déduction de mémoire quand exemple, tu achètes des tableaux que tu vas chez ton avocat, ton comptable, quoi que ce soit, qu'il y a des bureaux, qu'il y a des tableaux au mur, etc. Je pense qu'il y a une petite déduction additionnelle. Est-ce que ça vaut la peine, non? Okay. Non, fait que l'art, pour moi, c'est tout simplement un marché comme un autre, comme la crypto, quoi, tout ça. Question pour toi, plus personnelle. OK. Est-ce que, avec toutes tes études et ton niveau en fiscalité, est-ce que tu as eu un changement de dogme ou de pensée que, par exemple, avant de commencer tes études en fiscalité, tu pensais que, OK, let's go, je dis n'importe quoi, on taxe les riches à fond, puis que maintenant, 2025, 15-20 ans après toutes tes études, tu dis, ouais, finalement, y a-tu des choses comme ça que tu as réalisées avec les études et ta pratique que tu fais justement? Oui, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Les entrepreneurs et les entreprises, ce ne sont pas majoritairement des crosseurs, si tu me permets l'expression, comme les gens pensent. Et dans la même veine, la majorité des politiciens sont là pour des bonnes raisons et veulent aider la société. Là, je parle de la société, je parle de la province ou le pays. Je te coupe là-dessus. Tu sais, je te montrais, j'ai écrit un petit texte sur la politique, puis souvent on en parle avec Mathieu. C'est pas vrai que ces gars-là, des Trudeau, Legault, etc., avaient besoin de l'argent de la politique. Ouais, mais ils gagnent 250 000.
Je pense qu'il pourrait, tu sais, des logos ou le ministre de la Santé Dubé vaudrait bien plus dans le secteur privé. La plupart vont là pour des bonnes raisons. Maintenant, est-ce qu'il y en a des corrompus? Est-ce qu'il y en a des tatas? Définitivement. Ah ouais, ça, c'est sûr. Comme dans toutes choses, dans des CPA, dans des fiscalistes, dans des avocats, dans des entrepreneurs, dans des ingénieurs, dans des policiers, dans des médecins, t'en as ce qu'on appelle, on va dire, des trous de cul. Ah, des pas bons. Hein. Et même des fois, tu as une personne qui peut être une bonne personne, mais pour X raison, dans telle circonstance, ça va être c'est ça, ce qu'on vient de nommer. Mais la majorité des policiers maintenant, est-ce qu'ils sont corrompus parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs que toi? Non, du tout. Parce qu'il y a toute une question de valeur, de c'est quoi les objectifs. Tel politicien n'a pas les mêmes objectifs que moi. Est-ce que nécessairement c'est un crasseur? Non, il n'y a pas les mêmes objectifs, il n'y a pas les mêmes valeurs. À cette heure, maintenant, on peut s'ostiner. Est-ce que c'est les valeurs qui, je crois, sont les meilleures pour le pays? Là, ça devient un débat émotif, ça devient un débat de valeurs, c'est extrêmement difficile, on ne peut pas vraiment débattre ça. C'est super. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu es en accord avec tel parti politique parce que c'est pour le bien commun ou est-ce que c'est pour mon bien à moi? Je dis n'importe quoi. J'ai 37 par exemple. J'ai 37 ans, je suis incorporé, je fais un bon salaire, etc. Puis là, par exemple, à l'époque, Gabriel Nadeau-Dubois, il veut mettre la gratuité scolaire, etc. Moi, personnellement, ça me tente pas parce que c'est moi qui vais devoir payer, mettons. Mais je sais que pour le bien commun, on va avoir plus de gens qui vont pouvoir aller à l'université, on va pouvoir avoir plus d'ingénieurs et plus de médecins, etc. Donc, pour le bien commun, ce serait mieux. Pour qui je vote? Est-ce que je vote pour mon bien à moi, perso, ou est-ce que je vote pour... Ouais, c'est un très, très bon point. Je vais t'amener un autre sujet très pointu. Ça, je me souviens que c'était une question qu'on avait discutée dans mon cours de philosophie au cégep. Okay. Ça m'avait ouvert l'esprit. Est-ce que tout le monde devrait avoir le droit de voter? Dans mon article que j'ai écrit, je disais que j'aimerais ça qu'on fasse quasiment passer un petit test de 10 questions, puis que si tu réussis le test, tu peux voter. Je serais curieux de savoir combien de personnes qui ont voté parce que Justin Trudeau avait un beau visage en 2015, je pense, quand il est arrivé au pouvoir. Mais moi, on en a déjà parlé, je pense, sur le podcast. J'ai une fille, je travaillais chez Randstad à l'époque. Il y a une fille qui était là, qui est maintenant rendue haut placée chez Randstad. Je pense qu'elle est vice-présidente. Et elle m'avait dit, il y a plein de VP, donc son nom ne sortira pas. Il y a plein de VP là-bas, donc c'est correct. Et elle avait dit, je sais pas pour qui voter. C'était genre le jour des élections. Ma mère, elle m'a dit de voter Trudeau parce qu'il était catholique. Et elle a voté Trudeau parce qu'il était catholique. Il y en a combien, moi, que j'ai entendu, il est beau. Ouais, il est beau. Il y a même eu des articles comme quoi le premier ministre du Canada est un bel homme, etc. Ouais. Mais tu demandais, oui, mais c'est quoi ses valeurs, etc. C'est quelque chose... puis même, justement, les gens qui ne connaissent pas la politique, le droit de vote, je suis d'accord, tout le monde doit avoir son droit de vote. Mais quand on regarde ça, quelqu'un qui ne s'y connaît pas, exemple, quelqu'un qui s'y connaît, qui étudie les plateformes de chaque parti, qui va là en connaissance de cause, qui va là dans c'est quoi le meilleur pour le pays, pour la province, etc., qui va voter. Et qu'à côté, il y a quelqu'un qui, bof, aujourd'hui, je file que je suis bleu. Aujourd'hui, je file que je suis orange. Aujourd'hui, je file que je suis rouge. Et qui vient comme un peu annuler son vote. Ouais. Ben, devrait-on mettre au moins, savez-vous, quel parti représente tel chef? Au minimum, ou quelles valeurs sont attribuées à quel parti? Mais encore là, ça vient tout un droit constitutionnel. Est-ce que tu as le droit de voter? Est-ce que tu as le droit... Fait que c'est une question extrêmement délicate. J'ai pas la réponse. Je ne dis pas qu'il faut limiter le droit de vote. Non. Ce que je dis, c'est que c'est une question qui peut... C'est antidémocratique aussi de limiter le droit de vote. Exact. Parce que là, ça devient très subjectif de, OK, mais à qui est-ce qu'on le permet? Mais fait que pour revenir à ta question, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Les entrepreneurs, la majorité, la très grande majorité, payent leur impôt, veulent que ça soit bien fait, n'essayent pas de faire des affaires comme la question aux îles Caïmans, puis aux Barbades, etc. C'est une minorité. C'est une minorité, très, très grande minorité. La même chose. Ils travaillent fort. Oui, extrêmement fort. Beaucoup échouent. Ouais. Du côté des politiciens, la majorité sont là pour des... Il y en a quelques-uns corrompus, malheureusement, qui font mal paraître parce que c'est eux qu'on voit. Mais la grande majorité veulent le bien-être, veulent que la province avance. Ils ont un ego... Ça, c'est une chose, par contre, que beaucoup de politiciens ont. C'est un gros ego. Donc, ils veulent pouvoir dire que grâce à eux, la province ou le pays s'est amélioré, ou la ville s'est améliorée. Et ça vaut plus que de l'argent. Donc, leur ego est plus important. Fait qu'ils vont vouloir le bien-être commun. OK. Sauf que, ce qu'un politicien me disait, malheureusement, en politique, la perception est la réalité. La perception est la réalité? Oui. Donc, si tu as l'air d'avoir un conflit d'intérêts,
il y a un conflit d'intérêts, même s'il n'y en a pas. OK. Mais s'il y a l'air d'en avoir un, si on lance dans la perception des gens que tu es de telle manière, les gens ne vont pas aller faire les recherches pour savoir si c'est vrai ou non. Non, c'est ça. Fait que, donc, la perception est la réalité. Et c'est ce qui fait qu'on a les politiciens qu'on a aujourd'hui. Nos politiciens aujourd'hui ne sont pas visionnaires. Tout ce qu'ils veulent, c'est protéger des acquis. Ouais, je suis d'accord. Ils veulent se faire réélire. Quand on pense Oui. dans le temps, les René Lévesque de ce monde, qu'on soit pour le PQ ou peu importe d'autres qu'il y avait avant lui, lui, ce que c'est le plus emblématique, je pense, au Québec, qui avait des visions. On va amener le Québec à tel endroit, puis je dis pas qu'on veut se séparer ni rien, je dis juste qu'il y avait des... Ou même au niveau du Canada, on a des anciens PM qui, hey, le Canada, on veut l'amener telle place dans la map, même au niveau des villes. La ville de Montréal, on veut la faire rayonner au niveau international. C'est vrai qu'on n'a plus ces discours-là. On n'a plus de politiciens qui sont visionnaires. Tout ce qu'ils font, c'est protéger les acquis. On va protéger les fonds de retraite, on va protéger nos jobs, on va protéger ce qu'on a acquis. Mais d'un autre côté, dès qu'on essaie d'innover, ils se font ramasser. C'est ça. S'ils font un investissement qui plante, on le voit en ce moment, Ah ouais, ils se font ramasser. S'ils font un pont, qui font des lumières, ils se font ramasser. Dès qu'ils vont innover, puis je ne dis pas que c'est des bons investissements ou qu'ils auraient pu faire autre chose, ce que je veux juste dire, c'est dès qu'on essaie d'innover, tu n'as pas de place à l'erreur. On est rapide sur la gâchette. Ah oui, tu as échoué, ben c'est notre argent, tu as échoué. Ouais. Mais on s'entend que les courtiers, il y en a qui se plantent à tous les jours. Fait que c'est la seule différence, c'est que le courtier, tu peux changer rapidement. Le gouvernement, il faut que tu attendes aux élections pour le switcher. Effectivement. Selon toi, qui va être le plus avantagé par les mesures fiscales? Donc, baisse d'impôts. Là, on a eu, d'ailleurs, tu avais fait un super épisode là-dessus avec Juan sur les taxes, quand ils avaient enlevé une certaine taxe. C'était la TVQ qui a enlevé? C'était la Non, TPS qui enlevait TPS, sur les Canada. constructions neuves de mémoire. Non, mais là, tu sais qu'il y a eu à Noël. Ah oui, du le 15, congé de TPS. Oui. C'est qui est avantagé quand là, il y a une élection? C'est qui va réellement être avantagé? Est-ce que c'est justement ceux qui ont des revenus plus faibles, ceux qui sont plus dans des revenus moyens? Est-ce que c'est des plus riches qui ont des incorporations? Est-ce que c'est des gens qui ont plus d'immobilier? Est-ce que c'est des gens qui ont des gros salaires? C'est qui? Ça dépend de la mesure, parce que je peux pas te répondre Ok. c'est telle Tellement personne il y a en une tout temps. mesure. Ok. Tu sais, ça dépend, ça va être quoi la mesure. La taxe à la consommation, en soi, c'est une taxe je vais dire, qui est plus utilisateur-payeur. Ok. Donc, je vais m'acheter un sac de chips, je veux de la malbouffe, Mhm. je paye la taxe. Parce que j'ai été acheté, c'est moi qui ai décidé de payer cette taxe-là. On s'entend que c'est pas voulu, je ne vais pas dire je veux payer la taxe, elle est là, j'ai acheté ce produit, ça vient de moi, ce produit-là est taxé. J'aurais pu acheter une pomme qui n'a pas de taxe. Ouais. Mais je décide C'est toi qui d'acheter as un sac voulu de chips. l'acheter, exactement. Donc, elle est plus utilisateur-payeur. Et on le voit notamment sur les biens de luxe, les autos de plus de X, etc., des taxes qu'on va chercher sur la personne qui l'achète. Tandis que l'impôt, ça touche tout le monde, sans regard à si tu as utilisé le service ou non. OK. Maintenant, laquelle est la plus équitable, ça dépend de quelle. Ça dépend encore là des valeurs qu'on a. Il y en a qui vont dire, ben écoute, tu veux t'acheter un sac de chips, paye ta taxe. Moi, j'en achète pas. Pas question que je paye pour toi. Comme par exemple la taxe de luxe sur les véhicules que tu viens de dire, ça, est-ce que c'est correct, éthiquement parlant? Parce que, tu sais, on parle des entrepreneurs habituellement, les entrepreneurs vont faire un peu d'argent quand même, tu sais. On leur souhaite. C'est ça, c'est Parce que s'il n'y a plus d'entrepreneurs, il n'y a plus de job. S'il n'y a plus de job, il n'y a plus d'impôts. S'il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus de gouvernement. Donc lui ou elle a travaillé extrêmement fort, fine. Puis là, il se dit, OK, moi je veux me gâter, je m'achète un véhicule. Donc c'est quoi? Parce que tu as travaillé plus fort, t'as réussi ça a marché ton business, on va t'imposer plus, on va te taxer plus. C'est une excellente question, Simon. Et ça, c'est une problématique constante en fiscalité. On veut taxer, mais il faut s'assurer de ne pas surtaxer pour ne pas décourager l'individu. Parce qu'imagine si je te dis, puis on le voit souvent dans les commentaires, « Ah, je payais 50% d'impôts, mon overtime est plus payé, etc., j'ai plus d'impôts prélevés. » Ça ne sert à rien d'en faire. Ouais. Donc, tu décourages l'effort. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Parce que si tu mets trop d'impôts, les gens vont dire, ben écoute, je vais rester chez nous à rien faire. Petite... Je l'entends tellement souvent, ça. Puis je vais donner un exemple, pas personnel à moi, mais une amie que j'ai qui est européenne, d'un pays francophone en Europe qui a des excellentes conditions sociales. Et une de ses amies, elle est apte à travailler. En fait, un couple d'amis qu'on connaît les deux sont aptes à travailler.
Mais les deux ne vont pas travailler volontairement. Ils se trouvent toujours des excuses. Anxiété, nanana, tout un bien de médecin puis le kit. Ça fait des années qu'ils n'ont pas travaillé. Parce que le filet social est tellement bon qu'ils se disent, on est bien mieux rester à la maison. On limite nos dépenses. OK, on voyage pas. Mais on limite nos dépenses et on vit convenablement. Puis, Mais ça, j'en pas besoin d'aller travailler. Donc, l'impôt, les filets sociaux, il faut toujours faire attention pour trouver un équilibre entre les deux. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et moi, par exemple, tu vois, tu parles des heures supplémentaires, le overtime. Moi, je serais d'accord qu'on n'impose pas les heures supplémentaires. Question pour toi. Je sais que tu sais où je m'en vais. Quand est-ce qu'on est en heures supplémentaires? Bah, ici, par exemple, au Québec, c'est 40. Non, au Québec, c'est pas 40. C'est plus 30, 35, 37 et demi. Bah, mais dans la construction, ils sont à 40. Comme, mettons, en Ouais, Ontario, puis c'est les fonctionnaires 44. sont à 35. Bah, il y a des règlements, c'est ça que je veux dire. C'est ça, mais Selon ton corps de métier, comme, admettons, là, en Ontario, l'heure supplémentaire des gens en Ontario en construction, c'est 50 heures. Après 50 heures, tu es en overtime. Les employés de bureau, c'est 44. Donc, est-ce que c'est juste? Ça veut dire que la construction, on peut plus travailler sans Oui. que ce soit considéré comme... parce que c'est justement la fille des normes du travail qui m'expliquait ça en Ontario, parce que avec la consultation, je fais la consultation d'Ontario, elle me disait que vu que c'est saisonnier, bah, ils font plus d'heures à certains moments de l'année. Ultimement, je serais pas surpris que quelqu'un attaque la discrimination de ça. En disant, c'est pas correct parce que dans tel secteur, tu es en train de me dire que c'est 50 le kit, alors que on pourrait peut-être dire que travailler dans la construction, c'est plus dur physiquement que travailler dans un bureau, alors qu'il faut que je fasse plus d'heures. Donc, je suis discriminé basé sur mon travail. C'est le problème que je t'ai dit, c'est qu'à un moment donné, si on fait juste des cas et des exceptions, il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui avance. Puis quand je veux dire, c'est quoi une heure supplémentaire? Maintenant, je vais te faire un contrat d'emploi. Ouais. Que faut que tu travailles 1 heure par semaine et toute heure au-dessus d'une heure, c'est une heure supplémentaire. On va t'enlever tous tes impôts. Ok. On s'entend que c'est une petit- parodie, là, c'est une caricature. Mais comment on détermine c'est quoi une heure supplémentaire? Et là, tu dis que ça dépend du secteur. Je suis d'accord, mais même les employés de bureau, il y a certains employés de bureau qui sont à temps partiel. Ouais. Donc, à temps partiel, on va dire que c'est 20 heures. Donc, au-dessus de 20 heures, c'est des heures supplémentaires. Fait que ça va étudier. Fait que demain matin, je deviens juste mon temps partiel puis je fais de l'overtime de temps en temps. Ouais, il faut que tu sois sur le contrat de travail à ce moment-là. De Puis dire, même si c'est sur le contrat, même si le contrat est bien fait, puis qu'il dit que je m'attends à ce que tu fasses 25 heures, ça veut dire que toute heure au-dessus de 25 heures va être sans impôt? Ben, on va tout faire ça. Moi, demain matin, je vais juste être... je vais trouver un travail. je vais trouver un travail que 20 heures. Fait que c'est... Je dis pas que c'est une mauvaise mesure. Je trouve juste ça extrêmement complexe. Comment est-ce qu'on va l'appliquer, puis comment est-ce qu'on va s'assurer, comment est-ce qu'on va la vérifier. C'est là que tu disais que ça prend du temps, justement, de mettre à jour. C'est extrêmement complexe, parce que là, on fait juste en discuter, puis là, je t'amène des situations de comme, ah ouais, j'avoue que ça pourrait être compliqué, puis tu le quittes. Puis on s'entend que je suis même pas un expert syndicaliste ou quoi que ce soit qui peuvent trouver les failles dans la moindre virgule. Puis tu me posais la question, est-ce que c'est voulu que la loi soit aussi complexe? Ouais, c'est vrai. C'est pas que non, c'est pas voulu. On voudrait bien la simplifier. Mais plus tu la simplifies, plus tu as des chances que les gens l'interprètent de manière large, et plus tu la rends complexe, et plus que, tu la restreins, mais là, tu as peut-être des gens qui auraient droit. Mais c'est Anthony Quévillon qui était venu, qui avait expliqué justement, lui qui est avocat, il disait qu'il fermait le plus de portes possible, parce que si tu étais comme, je sais plus ce qu'il disait là, mais il disait une phrase toute simple, voici ce que c'est, telle chose, il disait, les gens, ça va être comme, ouais, mais si ça, ouais, mais là, t'as pas mentionné ce cas-là. Et donc, voilà. C'est pour ça que c'est on fait si d'exemple complexe. très simple. Je pense que je l'avais déjà fait avec toi. Un conjoint de fait. Ouais, tu m'avais dit. Ouais. Définis ce que c'est un conjoint. Définis un conjoint de fait. Ouais. Mais tu l'as refait il y a pas longtemps. Oui, ben j'adore cet exemple-là parce qu'il est vraiment... Les gens ont vraiment... Quand tu leur poses juste quelques questions, c'est quoi un conjoint de fait? Ouais. Puis d'ailleurs, si tu t'en rappelles pas, c'est parfait. C'est quoi un conjoint de fait? Alors, comment définirais-tu un conjoint de fait? Puis là, tu m'avais défoncé la fois parce que je me suis dit... C'était conjoint de fait, c'est que tu vis avec cette personne depuis X nombre d'années, mais c'est pas un colocataire, donc tu dois avoir une relation avec cette personne-là, une relation conjugale dans le fond, tu dois avoir une relation amoureuse. C'était-tu ça? Ouais, c'est bon, c'est très bon, oui. Parce qu'au début, je t'avais répondu, c'est avec une personne avec qui t'habites, puis t'avais dit, OK, puis il y a un coloc. Là, j'étais comme, ouais, c'est vrai. Donc, ouais, il y avait tellement de nuances juste pour ça, en fait. Oui, c'est 12 mois de relation conjugale. OK. Sans séparation de 90 jours ou plus. Donc, 12 mois de relation conjugale, maintenant, c'est quoi une relation conjugale? Ouais, c'est ça. Si je couche pas avec la personne, est-ce que c'est une relation conjugale? Ouais. Si je couche avec, est-ce qu'automatiquement c'est une relation conjugale?
si on partage le même frigidaire, si on partage la même adresse, est-ce que si je suis en coloc, mais vraiment un vrai coloc, homme-femme, mais des vrais colocs, est-ce qu'automatiquement, parce que c'est un homme et une femme, on va décider que c'est les conjoints de fait? Même deux hommes, même deux femmes, même deux non-binaires, peu importe. Fait que c'est extrêmement difficile de définir juste c'est quoi un conjoint. Puis pourtant, c'est essentiel à savoir au fait l'impôt, c'est quoi un conjoint. Un enfant, c'est quoi un enfant? La définition d'enfant, elle a été examinée par la jurisprudence. Ouais. C'est pas un sujet facile. Mais moins maintenant, mais même maintenant, il y a plein de prestations pour les enfants. Avant, il y avait un crédit d'impôt pour les enfants. Un parent qui habite seul avec un enfant a le droit à un crédit d'impôt. Donc, comment on définit un enfant? Une femme qui est à 39 semaines au 31 décembre. Exactement. Est-ce qu'elle a un enfant? Parce que techniquement, l'enfant va être né viable. Va être né, on espère, viable. Donc, est-ce qu'on considère qu'elle a un enfant au 31 décembre? En France, il y a eu un truc justement, Pierre Palmade, qui est un humoriste ultra connu, qui est maintenant en prison mais à l'hôpital. Lui, il prenait beaucoup de drogue. OK. Ouais, non, c'est pas. Je sais pas si c'est avec ça ou qu'on parle d'enfants puis qu'on s'en va. Et il y a l'humoriste, dans le fond, c'est un humoriste très connu qui a des très très gros problèmes de consommation. Et il a pris la voiture et il a foncé dans des gens. Et la madame était enceinte de plusieurs mois. Et là, il se disait justement, est-ce que c'est un homicide parce qu'il a été reconnu coupable, etc. Là, c'est encore en ce moment. Et il disait, est-ce que c'est considéré comme un enfant, vu qu'il n'allait pas encore accoucher? Et il y avait, là, ça brasse, un peu moins maintenant, mais ça brassait pour ça, justement. Est-ce qu'il respirait? Est-ce qu'il était encore vivant au moment de l'impact? Parce qu'après, ils ont dû accoucher la madame, là, c'est corps, mais c'est ça. Ils ont dû accoucher la madame. Mais c'est ça qu'il disait, est-ce que le bébé il est mort dans le ventre? Est-ce que le bébé il est mort à l'accouchement? Tu sais, c'est là, justement, enfant. Je n'aurais pas aimé être juge sur cette cause. Surtout que c'est une personnalité publique extrêmement connue. Donc, tu te dis, qu'est-ce qui définit un enfant? On le voit là, justement, aux États-Unis avec les lois sur l'avortement, etc., où ça brasse beaucoup les manifestations. Tout le monde a un peu son mot à dire là-dessus, mais c'est quoi la vraie définition? Moi, je suis d'accord, comme conjoint de fait, c'est extrêmement compliqué. Là, on est simple, on a juste dit conjoint de fait, enfant. Ouais. On n'est pas rentré dans c'est quoi un salaire, c'est quoi un dividende, c'est quoi un gain en capital, c'est quoi une dépense, c'est quoi... tous ces mots-là, il faut les comprendre pour pouvoir les utiliser. Bien sûr. Quand on dit, je te dis un gain en capital, c'est sur la vente d'une action. OK, fait que si je vends une obligation, c'est ça. Ouais. Si je vends une option, si je vends un terrain, si je vends un bâtiment, OK, on va dire une immobilisation. OK, c'est quoi une immobilisation? C'est un actif qu'on détient à long terme, généralement. Il y a une définition. OK, donc, si je le vends dans 1 an, ça ne sera pas une immobilisation. Ah, pas nécessairement, peut-être dans... OK, mais y a-tu d'autres? C'est compliqué. Fait que, parce que sinon, les gens vont toujours trouver... Ouais, d'aller des petites failles, là. OK, je sais même plus pourquoi on a parlé de ça. C'est une de tes questions. Pourquoi la loi est aussi complexe? C'est voulu. Exactement. Là, on avait vu qui est les plus avantageux par les mesures fiscales. Au niveau de l'investissement, tu sais, tantôt on a parlé vite CELI, app, REER. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a des choses pour les particuliers qui pourraient les aider à avoir justement accumuler plus de richesse ou de valeur nette ou peu importe? Ben, ça rejoint ton commentaire initial de M. Maxou. On a dit le CELI-app. On s'entend, là, quand tu es rendu à mettre 8 000 par année dans ton CELI-app, ça veut dire que tu as 8 000 lousse. Quelqu'un qui veut économiser pour s'acheter une maison qui fait 40-50 000 par année, n'a pas 8 000 lousse. Non. Fait que, est-ce que cette mesure-là va aider? Ben, elle va aider les personnes qui ont de l'argent de surplus. Donc, ça te prend de l'argent initialement. Si tu as 8 000 OK, tu n'aurais pas donné une économie, ça veut dire que tu aurais pu le mettre ailleurs. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec lui que c'est pas une mesure qui est faite pour nécessairement... Je ne pense pas que c'est une vraie mesure qui va aider l'accès à la propriété. Un peu, peut-être, dans certains cas, du monde qui va avoir... Mais ça, c'est pas ça qui va être le core business. Un compte pour les familles qui, je crois, doivent être privilégiés à tout prix. Le REEE. Le REEE, on va donner au gouvernement quand il fait des bons coups. Ça, c'est un des meilleurs coups que le gouvernement a fait. Ce régime-là est bien monté, l'objectif est atteint, il y a une subvention gouvernementale, c'est bien ficelé. Combien de fois t'entends les gens chialer contre le REEE? Jamais. Un excellent exemple que c'est une bonne mesure. Le REER, on entend chialer. Le CELI, le CELIAP, un autre compte, on avait-tu besoin du niaisage? Du niaisage, d'avoir CELI, CELIAP, REER, on pourrait simplifier ça. Mais REE, t'en entends pas parler, super utile.
définitivement, vous avez une option à prendre. Vous avez des enfants, évidemment, parce que sans enfants, ça, on s'en fout. Mais ça, là, c'est n'importe quel planificateur financier, normalement, va vous dire, si vous avez des enfants pour leur avenir, vous allez là-dedans. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le RE, c'est régime d'épargne pour les enfants, pour le régime d'épargne études. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une subvention. Sais-tu concernant une subvention de 30%, donc 20% du fédéral, 10% du provincial, à hauteur de 2500 par année, qui peuvent être rattrapés une année à la fois. Donc, c'est-à-dire que si tu mets le max de 2500, tu as 30% qui est 750. Donc, tu as 750 gratos qui tombent dans le compte pour ton enfant. Et qui fait des rendements. Ouais. Et si jamais ton enfant ne va pas à l'école et que tu le retires, tu reprends tes sommes. Mais les subventions tournent au gouvernement. Ouais. Ce qui est correct, mais tu as quand même le rendement sur ces subventions-là reste dans tes poches. Ouais. Et par contre, il n'y a pas de déduction fiscale et tu dois t'imposer sur le rendement à la sortie. Mais ça reste que tout le rendement fait pendant que le régime est ouvert est techniquement à l'abri de l'impôt. Donc, c'est un des meilleurs RE. De toute façon, un enfant qui sort, mettons, à 17 ans ou 18 ans, il sort au cégep, puis il commence à le sortir, il ne sort pas d'un seul coup, donc l'impôt va être quand même minimum. Normalement, il ne sort pas d'un seul coup. Mais... C'est 50 000 maximum qu'on peut mettre dans le RE. Non, c'est là que je privilégie en premier. Ah non, c'est vrai que c'est une très très bonne. C'est vrai que j'ai jamais entendu personne chialer là-dessus. C'est vrai, c'est une très bonne mesure. Puis ils disent, tous les experts financiers, les planificateurs, etc., disent que c'est le meilleur outil, le meilleur véhicule d'investissement. Ils l'ont super bien fait. On va leur donner ça. Je sais même pas je sais pas c'est quel parti qui l'a lancé, mais ça vaut la peine. Non, écoute, pendant que tu continues, je vais faire une petite recherche. Oh, je vais savoir qui. Je pas. Bon, je vais te poser d'autres questions. Oui, tu me l'avais déjà expliqué. Je me souviens plus vraiment. Crédit d'impôt, c'est quoi versus une baisse d'impôt versus un remboursement, un crédit d'impôt? Un crédit d'impôt, c'est une réduction de l'impôt versus une déduction qui est une réduction du revenu. Donc, c'est pas la même chose. Par exemple, Simon fait 100 000 cotisation REER, 20 000 Ouais, il me reste 80. Exact. Donc, dans ton rapport d'impôt, on va avoir revenu 100 000, déduction REER 20 000, revenu imposable 80 000. Et 80 000, on fait n'importe quel taux d'impôt, c'est pas important, fois 25 %. Simon doit payer, je ne vais pas dire 25 %, je vais dire fois 40 %, tiens. Donc, Simon doit payer 36 000 d'impôt. OK. Fait que ça, c'est... ça va-tu, 40 %? Ouais, je pense que c'est un crédit d'impôt. Non, ça, c'est une déduction. Parce que tu as eu un REER qui est venu réduire ton impôt. Là, je suis sûr que quand j'ai 80 fois 40 %, ouais, ça. OK, ça. Maintenant, un crédit d'impôt. Ce que je dis, c'est que Simon a fait 100 000. Mm-hmm. Pas de REER, fait ça simple. Revenu imposable de 100 000. A toujours 40 % d'impôt à payer. Donc, paye 40 000 d'impôt. Mais là, je lui donne un crédit parce que, par exemple, si tu achètes un ordinateur, on invente un crédit, là, tu t'as acheté un ordinateur, tu as droit à un crédit d'impôt de 10 000 fois 20 %, donc 2 000 Fait que tu as un impôt à payer de 40 000, je vais venir réduire ton impôt de 2 000 10 000 fois 20 %, ton crédit d'impôt, c'est 2 000 Donc, le crédit vient réduire l'impôt. Et non pas le revenu. Et non pas le revenu. Okay. Fait que ton impôt a déjà été calculé en fonction de ton revenu. Donc, si tu as un haut revenu, ton taux est plus haut. Fait qu'une déduction va favoriser les personnes qui font plus d'argent versus un crédit est généralement égal pour tout le monde. C'est comme le crédit d'impôt FTQ. Ça a été créé en 1974, le REE, de ce que ça dit, là, sous Pierre-Éliott Trudeau. C'est ce qu'il me dit sur Perplexity. Je suis perplexe. Bon, je ferai d'autres recherches. Me semble, de mémoire, j'avais pas ça dans les années 80-90. OK. Fait que je pensais que c'était plus récent que ça. Je sais que le REER aussi, je l'ai eu la fois passée, c'était très très vieux. Le CELI, c'est le REER, ça je le crois. 2009. Ce que je me demande, c'est ce qu'il s'est trompé justement avec le REER. OK, ça se peut. Ouais, ça se peut très bien qui fasse des petites... Le régime enregistré d'épargne études a été créé en 1974. Écoute, à voir. Est-ce que tu voulais parler un petit peu des taxes? Oh, ça semble être 1974. OK. Bon, les taxes. Alors, on en apprend tous les jours. Oui. Est-ce que tu voulais parler un peu des taxes? Est-ce qu'il y avait des choses que tu avais notées que je t'ai pas posées puis que tu voulais nous non, c'est mentionner? maintenant ça va. OK.
Ben, vas-y, quelle est ta question sur les taxes? Bah écoute, les taxes. Je m'étais mis un peu, pourquoi nous au Québec, on est si taxés? Est-ce que c'est une mauvaise gestion? On parle qu'il y a des pays qui ont moins de taxes, plus de taxes. Est-ce que c'est On en a parlé c'est beaucoup ça pour les tantôt. services? Je vais te reformuler la question, puis je vais te rediriger vers toi. Ok. Est-ce que nous avons trop de services au Québec? C'est une question qui est extrêmement difficile parce qu'admettons, je sais pas, tu me parles pour les mères monoparentales ou les personnes en situation de handicap et tout. J'ai-tu envie de dire, oui, il y a trop de services, coupez-leur les vivres? Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu vas avoir des views? Tu peux dire ça? Regarde la caméra dans les yeux et dis ça. Non, mais c'est même pas, je te parle même pas de caméra, je te parle. Tu sais, moi, en ce moment, j'ai pas d'enfant handicapé, ok? Mais imagine demain, tu as un enfant qui est handicapé, puis tu sais qu'il y a des grosses aides qui s'en viennent, puis moi, je l'ai Pas jamais facile. vécu d'avoir un enfant handicapé. Je connais pas vraiment de monde autour de moi qui ont des enfants handicapés. Mais imagine, ça arrive, puis que là, demain, le gouvernement dit, bah, écoute, on est désolé, là, faut couper, puis c'est ça qu'on va couper. Ce serait catastrophique. Mais c'est ça. Donc, t'as-tu envie de dire, maintenant, coupons les services? C'est. J'ai pas la réponse à cette question-là. Pourquoi je te pose la question d'ailleurs? C'est sûr qu'on doit faire une introspection. Est-ce que oui, il y a un problème de gestion? Oui. Est-ce qu'il y a trop de monde au gouvernement? Ça, c'est une question de perception, de valeur. Ceux qui travaillent au gouvernement vont dire que non. Quand tu demandes aux personnes qui travaillent au gouvernement, ils disent toutes qu'ils sont overloadés. Mais en fait, toute personne qui travaille dit qu'elle est overloadée. Maintenant, les statistiques sont là, puis là, je sais que je vais me faire lancer des tomates pour ça. Mais on regarde Statistique Canada, puis j'ai sorti quelques statistiques par rapport à ça. Au Québec, on travaille moins que le reste du Canada et moins qu'aux États-Unis en termes de statistiques. C'est une statistique de 2019. Je vais juste dire la source parce que ça vient pas de moi. Oui, la presse. Non, excusez, non, c'est pas la presse, pas du tout. C'est Radio-Canada. C'est une statistique de 2019. La presse, c'est une autre chose qu'on va parler après. Donc, c'est ça. Fait que, ce qui est intéressant, c'est une étude de l'ISQ qui disait il y avait plusieurs choses qui sortaient de ça. Nos femmes au Québec sont exceptionnelles. Ça, je tiens à le préciser. Ça, on va le couper pour. Non, ça, il faut le garder. Nos femmes au Québec sont Non, mais on va le exceptionnelles. couper pour faire un clip. Ah, OK. C'est bon. Nos femmes au Québec sont exceptionnelles. Ce sont des superwomen. OK. En Amérique du Nord, les Québécoises participent davantage au marché du travail que les Américaines et même que le reste du Canada. Ah, c'est intéressant. Ça, c'est... puis, bref, pour avoir voyagé, etc., avoir vu d'autres cultures, nos femmes au Québec, vous êtes exceptionnelles. Heads down, elles font des choses incroyables. Et c'est ça. Fait que les Québécoises participent davantage au marché du travail que les Américaines. Notamment grâce aux politiques québécoises comme les CPE, etc., le retour au travail, puis tout le kit. On a plus de services, justement, qui permettent aux femmes de revenir plus rapidement sur le marché du travail et de réduire ce qu'on appelle la pénalité de la maternité. OK. Par contre, de manière hebdomadaire, les Québécoises, globalement, travaillent moins d'heures hebdomadaires, de 30 à 39 heures, comparativement aux Américaines, qui travaillent au moins 40 heures. OK. Et au Québec, là, on ne parle pas juste, peu importe le sexe, la durée hebdomadaire moyenne de travail est plus courte au Québec, 35,1 heures. Ça, c'est en 2019 toujours. Fait que oui, ça fait 6 ans. J'ai pas réussi à trouver plus récemment. Qu'au Canada, 36 heures, fait qu'on est à 1 heure d'écart. Et qu'aux États-Unis, 38,7 heures. Principalement en raison des normes québécoises plus favorables. Donc, on a plus de congés, refus des heures supplémentaires, etc. Autre élément qui peut jouer sur notre paye, le taux de syndicalisation qui est plus élevé au Québec. Ouais. Donc, qui joue un rôle important dans l'amélioration des conditions de travail comparativement aux États-Unis, où ici, on a 40 qu'on est syndiqués, tandis qu'aux États-Unis, on parle plus de 12 des travailleurs. Ah, ça fait une méchante différence, hein? Oui. Et là, il faut juste faire attention. Les syndicats, c'est quelque chose qui est enlevé sur notre paye. Et je regardais l'autre fois sur Spotted Construction, parce qu'en ce moment, il y a des grosses négociations pour le domaine de la construction. Et je voyais des gens qui disaient, les centrales syndicales, ils disaient, on se fait enlever plein de taxes, puis là, ils listaient les taxes, puis ils nommaient les syndicats. Les syndicats, ce n'est pas une taxe, là. C'est une convention, c'est un choix qu'on a fait d'être syndiqué il y a X nombre d'années. Faut juste pas mélanger. On peut mettre bien des choses sur le dos du gouvernement, mais les syndicats, c'est pas eux. Ouais, ce qui va dans les syndicats, ça va pas dans le gouvernement, quoi. Exact. C'est pas une branche du gouvernement là, ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça. Fait qu'il faut juste faire attention de bien séparer les choses. C'est ça. Fait que qu'est-ce qu'on est... c'est ça. Puis,
Juste pour ça, je pense que j'ai perdu ta question. Non, c'était très bien. C'était sur la mauvaise gestion, sur pourquoi certains pays ou provinces sont si taxés. Ah, c'est ça. Puis pourquoi est-ce qu'on a autant de services? Puis là, au Québec, on veut plus de services. Encore une fois, on veut toujours plus de services. On veut pas payer pour et on veut pas payer d'impôts. Ça marche pas. Ouais. Si on veut plus de services, il faut aller chercher plus d'impôts. Que ce soit bien géré ou non, il faut aller chercher plus d'impôts pour pouvoir payer ces services-là. Fait que, est-ce qu'à un moment donné, on va juste arrêter? Puis là, là-dessus, je fais un autre lien avec la presse qui a fait plusieurs articles sur l'État-providence qui mentionnait notamment le système de santé. Ça prend une réforme solide de notre système de santé. On va dans le mur dans notre système de santé, mais ça prend tout le monde. Là, les infirmières sont à bout, tout le monde est à bout, le personnel de soutien est à bout. Je m'y connais. Ça, c'est ce qu'on entend dans les médias. Je ne suis pas impliqué dans ces dossiers-là. Les médecins, on sait qu'ils sont très bien payés. C'est comme à un moment donné, au Collège des médecins, je ne sais pas, encore là, je parle totalement à travers mon chapeau ici, je l'admets. Parce qu'à un moment donné, le Collège des médecins produit aux médecins, hey, on va prendre une baisse de salaire, on va transférer ça aux infirmières. Parce qu'on s'entend que nos médecins sont très bien payés au Québec, là, comparativement au Canada et ailleurs. Là. On n'est pas. Ça fut un temps où on était en dessous, c'est plus le cas du tout. Là. Donc, est-ce que à un moment donné, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il mette de l'eau dans son vin puis qu'il fasse comme OK, il va falloir qu'on se coupe parce que on se ramasse dans le mur dans pas long. Et c'est ce que je disais, tout le monde tire sur sa couverte. Tout le monde Est-ce tire que et c'est tout le le monde bien s'en commun fout. ou c'est le bien de perso? C'est là que ça Puis change. même, C'est là que... on s'entend, je suis dans le domaine, dans la fonction publique. Même on parlait tantôt des syndicats. Les cotisations syndicales sont extrêmement élevées de nos jours. Je serais curieux de voir à la fin des conventions, voir l'augmentation du taux des cotisations syndicales versus ce qui a été gagné. Je pense que ça serait quelque chose qui devrait être obligatoire, là, nos syndicats, de nous donner. Ouais. Pour qu'on sache comment hey, tu t'es battu, mais tu t'es battu pour toi être augmenté ou pour que moi je sois augmenté. Et justement, dans les articles de la presse qui comparaient avec la Suède, on aime utiliser la Suède, qui est un pays syndicalisé à 70%. Ah ouais, nous c'était 40 au Québec. Hein, Oui. comme t'as dit. Et pourtant, ils ont moins de grèves, moins de conflits. Et j'aimais leur approche. Est-ce qu'on peut revoir notre approche, par exemple, des syndicats? Parce qu'eux, ils disent on sauve l'employé et non l'emploi. OK. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que plutôt que de s'assurer que la personne allait sa job à tout prix, eux, ce qu'ils veulent, c'est favoriser la productivité pour le pays avant le travailleur. Et si le travailleur perd sa job à cause de la productivité, ils vont le supporter, lui donner de la formation pour qu'il se retrouve une job ailleurs. Et qu'il soit performant. Et qu'il soit performant ailleurs pour la société. Ce qui est très différent de sauver l'employé non l'emploi plutôt que de dire « Hey, on a une productivité, on pourrait améliorer la productivité, mais il faudrait qu'on se débarrasse de l'emploi. » Non. Vous gardez l'emploi parce qu'il faut quelqu'un qui travaille. C'est très, très différent comme approche. Est-ce qu'au Québec, on pourrait avoir une prise de conscience puis dire, ben écoute, est-ce qu'on peut revoir, est-ce qu'on peut en discuter? Je ne sais pas, Laurent, est-ce qu'on peut avoir un débat rationnel, civilisé et discuter des pour et des contre sans que ça devienne émotif? Enlever l'émotion du débat. Tu touches au service. Oui, mais on enlève ça parce qu'on regarde, parce qu'en ce moment, on s'en va dans un mur. Fait qu'on peut se mettre la tête dans le sable, tirer toute la couverture de notre côté, tantôt. Ouais, c'est quand que l'élastique va péter. Il y a quelqu'un qui va payer pour, ça ne sera pas nous autres. Sincèrement, ça ne sera pas nous autres. Ça va être nos enfants. Ou leurs enfants, mais ça va péter. Fait que, juste un jour, dire, écoute, on peut-tu revoir notre système de santé, notre système de syndicalisation, on a certains acquis qu'on a. Est-ce qu'on peut revoir et dire, OK, mais est-ce que la formule est encore bonne? Est-ce qu'elle est encore adaptée, dans un monde qui a tellement changé, qui a évolué avec le temps, plutôt que de juste augmenter les cotisations? On est la dernière génération qui n'est pas née avec un téléphone cellulaire, avec Internet. On a vu l'arrivée d'Internet, mais maintenant, le monde n'est plus le même monde que quand on est né. Tout à fait. Fait que, faut s'adapter, en fait, là. Faut avoir un débat de société, puis je reviens aux articles de la presse, ils sont bien faits, puis je dis pas qu'il faut tout changer, je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que les syndicats sont mauvais, c'est pas du tout ça que je dis. Ce que je dis, c'est est-ce qu'on peut s'asseoir et discuter, puis dire, écoutez, on a peut-être besoin de revoir certains principes, certaines lignes directrices, parce que les conditions de travail sont plus les mêmes, on n'est plus dans des shops où il y avait un mort par semaine, puis qu'on a besoin... On n'est plus là. Est-ce qu'on peut revoir l'utilité de certaines sphères du gouvernement? Est-ce qu'on veut toujours que le gouvernement soit aussi impliqué dans nos vies?
Parce qu'on veut une liberté, mais on veut C'est que le vrai. gouvernement gère tout Ouais. pour nous. Mais on s'attend que c'est lui qui nous fasse vivre toute notre vie, puis qui s'occupe de tous nos soins de santé et tout. Puis je t'avais dit que j'allais dire des choses que les gens n'avaient pas aimées. Ouais. Même nous, en tant que population, on doit se re-questionner, c'est quoi nos priorités? OK. Parce qu'au Québec, on a un très gros problème de priorité. Ouais. Puis je le vois, écoute, j'ai fait plus d'un millier de déclarations de revenus dans ma vie d'individu. Là. J'en fais depuis bientôt 20 ans. OK. J'en ai vu. Les gens priorisent ce à quoi ils veulent payer. J'en ai vu des gens que payer leur impôt, c'était non, parce qu'ils disaient qu'il n'y avait pas d'argent, mais il y avait des bateaux, des motos, des maisons, Ah, ouais. des chalets, des affaires. Mais c'est comme, oui, mais tu as tout ça. Ah ouais, mais l'impôt, c'est une question de priorisation. Puis on peut dire, oui, mais l'impôt est mal géré. Je suis d'accord. Moi, je trouve que ton argent est mal géré, je t'en parle pas. Ouais, chacun On fait... C'est quoi nos priorités? Qu'est-ce qu'on veut prioriser en tant que société, en tant que population? Où est-ce qu'on veut mettre notre argent en premier? Nous aussi, on a une introspection à faire de dire, ben, c'est quoi nos Ouais, priorités? bien sûr. Je te dis pas que l'impôt doit être la priorité, mais on veut tous faire ça des affaires simples, voyager. Demande à tes parents et tes grands-parents combien de fois par année ils voyageaient. Pas. Combien de fois par semaine ils allaient au restaurant. Non, c'est ça. C'était... Maintenant, c'est rendu un acquis. Écoute, restaurant chaque jour quasiment. Mais avant, les restaurants, c'était une expérience. Ouais. Je ne dis pas qu'il faut retourner à ça. Je ne dis pas qu'on était mieux dans le temps. C'est pas du tout ça. Les mœurs évoluent. C'est correct qu'on est au resto plus souvent, qu'on ait droit à plus de loisirs. Mais, tu sais, on en a beaucoup et maintenant, on considère beaucoup de nos loisirs comme acquis. Mhm. Je devrais pouvoir voyager une fois par année. Ben, c'est écrit où? Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, c'est ça. Puis, il y a peut-être un dernier, puis si tu me permets, Bah oui. d'un sujet dans ce qu'on parle. Ben non, on va en parler, parce que quand on arrive là-dedans, c'est là qu'on va en parler. Bah moi, j'avais la dernière question là-dessus, parce qu'on avait des d'autres, je te demandais est-ce qu'il y a des mesures plus hypocrites que tu trouves, etc. Le CELIAP. Le CELIAP, parfait, c'est génial. Puis ma question, c'était si tu avais une petite baguette magique, je demande souvent ça aux gens, qu'est-ce que tu changerais dans toute cette politique fiscale, dans ces élections? Il y en a beaucoup qu'on pourrait changer, mais Il y en est-ce a qu'il y a quelque beaucoup, chose que tu vois, que tu dis ça, là, mettons demain, t'es Premier ministre ou ministre des Finances, c'est quoi la chose que tu t'attaques le plus rapidement? Est-ce que c'est le système de santé, comme tu disais tantôt? Ça dépend, je suis ministre à quel niveau. Si je suis ministre au fédéral, je ne peux pas attaquer le système de santé, c'est pouvoir provincial. Ouais, c'est vrai. On y va à plus petite échelle. Il y a bien des choses, mais à plus petite échelle, le fractionnement de revenus entre conjoints, je le permettrais. OK. À une certaine échelle. Donc, que tu peux transférer un revenu à ton conjoint. Mais il faut Trudeau que... qui l'avait enlevé. non, son lui, ce qu'il a premier fait, c'est un crédit d'impôt, c'est extrêmement compliqué pour rien. De la manière que je le ferais, moi, ce serait une pension alimentaire. Tu peux verser une pension alimentaire à ton conjoint sans être séparé. Puis comme ça, tu as une déduction, puis lui, il s'impose. Ou tu as un crédit, puis lui, il s'impose. OK. Mais elle serait limitée. Ce serait juste pour permettre justement une répartition de la charge fiscale dans la famille plutôt qu'elle soit uniquement une personne. Parce que toi, tu penses qu'un entrepreneur travaille beaucoup plus que justement son 37-40 heures. Pas juste un semaine. entrepreneur, même quelqu'un qui est VP d'une business, même pas besoin de VP, même j'ai des membres de ma famille tu sais, des tantes qui ont travaillé leur vie là, à faire du ménage, puis le kit du 50-60 heures semaine, etc. S'ils peuvent réduire leur fardeau fiscal en transférant une partie au conjoint, parce que s'il y en a un qui travaille beaucoup puis qu'il y a des enfants, presque automatiquement, il y en a un qui travaille moins pour rester pour les enfants. Mais là, Ouais. là c'est une question. Quand tu fais une déclaration d'impôt, tu peux pas la faire par ménage versus particulier. C'est particulier. Aux États-Unis, tu peux le faire par famille. OK. Mais au Québec, Canada, c'est par individu. Fait que tu peux pas te transférer sur un revenu de même à ton... OK. À part les revenus certains revenus de pension quand tu as plus de 65 ans, etc. OK. Donc, est-ce que OK, je suis parfait. Donc, mettons peut-être qu'un impôt par ménage serait une bonne solution aussi. Ça pourrait être une alternative, sauf que là, il faudrait tout changer le système fiscal, ça serait complexe. Fait que j'y vais par simplicité, je ferais juste une force Actuellement, par pension alimentaire. OK. Ce serait ça avec ta baguette magique que Oui. tu ferais. Parfait. Là, tu m'as répondu à l'autre question. Est-ce que c'est volontairement complexe? C'était ça Oui, ça, on en a parlé. on a parlé. Devrait-on enseigner la fiscalité de base dans les écoles? Jusqu'à quel point? Ben oui, définitivement. Je crois qu'on devrait ramener des cours d'économie, pas juste fiscalité, mais finance. Ouais. Comment fonctionne une carte de crédit Ah ouais, à la base? Ouais. Mais encore là, je veux faire attention, je connais moins le système du secondaire maintenant, le programme du secondaire. Ils ont un cours Mais maintenant, c'est ça, je pense. quand j'étais Ouais. au secondaire,
j'avais un cours d'économie. Et je me souviens que la moitié de la classe avait des yeux rouges. Ouais. Parce que c'était après la pause. Ouais. Et n'était pas focus. Ils avaient été à la piscine. Oui, exactement. Il avait été à la piscine juste avant le cours, pendant le 15 minutes de pause entre les deux cours. Puis le chlore, ça brûle les yeux. Oui, tout à fait. Donc, la moitié de la classe, puis ce prof-là était hyper relax. Donc, il y avait du monde qui dormait, puis il s'en foutait. Et bref, je me souviens, les cheveux rouges, parce que c'était pas un cours essentiel pour passer le secondaire. Donc, le monde s'en foutait. Mais ça reste qu'il nous apprenait comment générer une idée, comment calculer un profit, comment calculer un point mort lorsqu'on vendait des biens, comment fonctionnait une carte de crédit, quand on avait une idée. C'était un excellent cours de base. OK. Et j'étais à l'école publique, là, on parle pas d'une école privée ou quoi que ce soit, l'école publique, là, Jacques Rousseau, c'était pas... Quand j'y étais, c'était une excellente école, puis on était une grosse équipe de foot. Là. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais... Je sais pas non plus. mais c'est ça, fait que, oui, définitivement, je pense que c'est un cours qui devrait devenir obligatoire. OK, parfait. Est-ce que les riches ne payent pas assez d'impôts au Canada? Mais en fait, tu as répondu, c'est qui les riches? C'est qui les riches? Est-ce qu'ils ne payent pas assez d'impôts? Quand on regarde la portion payée par les riches, on va dire ceux qui font plus que 100, 200 000 et plus, elle est drastiquement plus importante que celle payée par le restant de la population. Maintenant, ça revient à un système de valeurs. Oui, éthique, morale. C'est ceux qui disent « tu ne devrais pas avoir un salaire de plus de 1 million ». Je comprends la rhétorique, mais si tu as travaillé pour, si c'est ton idée qui a généré tout cet argent-là, pourquoi on viendrait te pénaliser d'avoir eu cette idée-là? Ouais, si tu as réussi à générer une idée, convertir une idée en entreprise qui bénéficie à tellement de monde que tu es capable de te payer un salaire de 2 millions, pourquoi je viendrais te pénaliser en disant ton salaire excédentaire d'1 million, tu vas le donner? Fait que là, dans le fond, si mon idée est trop bonne, je suis pénalisé, fait que je vais faire une idée pas trop bonne. Ah ouais, je comprends. C'est pas de ma faute si les gens utilisent mon service puis ils achètent mon service. Ouais. Fait que j'ai comme la difficulté, encore là, c'est mes valeurs, mais je comprends l'autre de dire, ben écoute, quelqu'un qui fait 15 millions par année n'a pas besoin de tout cet argent-là. Un, qui es-tu pour dire qu'est-ce qu'il a besoin? Deux, je comprends que ça peut être offensant, mais tu sais pas ce que cette personne-là fait avec son 15 millions. Peut-être qu'elle en remet 5 à des organismes de bienfaisance, puis tu n'en as aucune idée. Comme Luc Poirier qui disait récemment qu'il dépensait 1 million par mois. Les gens étaient ultra offusqués, mais tu sais, je me dis... Mais il dépense en quoi? C'est ça. Il dépense en... Si demain matin, M. Poirier dit « Je dépense 1 million par mois, mais là-dedans, je donne 500 000 à des organismes de bienfaisance. » Ah, là, ça vient de changer. Il y en a une couple qui vont se fermer la trappe. On dit « Ah, finalement, c'est 500 000 par mois aux organismes. C'est bien plus que le gouvernement donne à tout organisme confondu. » Fait on peut-tu... Qu'est-ce qui est fait avec cet argent-là? On ne le sait pas. Et pour avoir vu des personnes fortunées dans ma vie, d'habitude, elles ont tendance à donner. Généralement, les personnes qui font de l'argent ont tendance à donner. Maintenant, est-ce qu'ils te donnent assez? Là, on peut s'ostiner longtemps. Mais généralement, les personnes qui font des salaires de 2, 3, 400, plus de 500 000, 1 million, il y a une bonne partie qui va en don. C'est Martin Matt, il s'était fait ramasser quand il avait fait son association. Pour, tu sais, lui a un frère handicapé. Puis il avait dit sur le plateau, tout le monde en parle, il dit pourquoi je me fais ramasser parce que j'ai une association. Donc les gens ils disaient c'est pour sauver de l'impôt, etc. Il dit je suis pas obligé de le faire, là, je pourrais juste garder mon argent, ne rien donner, rien faire, puis je paye mon impôt, puis that's it. Puis il dit pourquoi on parle pas de, je pense qu'il avait dit Justin Timberlake ou Madonna qui eux ont rien, font beaucoup plus de millions, mais eux on leur dit rien, on dit pas pourquoi Justin, pourquoi t'as pas une fondation. Donc ouais c'est là que. Fait que c'est, tu sais, parce que commencer à dire on va limiter, on va aller chercher plus, ben, si tu as plus que tant de salaire, 100% est imposé, fait que tu es en train de dire aux gens ce que tu vas faire avec leur argent. Ouais. Ah ouais. Qui ont gagné d'une façon légitime. Encore là, on considère que c'est toujours de manière légitime. On parle pas des criminels ici, on parle pas de quelqu'un qui a fait de la trafic humain ou quoi que ce soit, on parle de... C'est ça. Je suis bien legit. Est-ce que tu voulais répondre à comment analyser un budget fédéral comme un adulte Regardez les résumés, regardez les sections qui peuvent vous intéresser et, je l'ai mentionné un peu plus tôt, je le répète, ne vous attendez pas à une seule tribune. Donc, une seule tribune pro-libérale, une seule tribune pro-conservateur, et regardez ça avec un esprit ouvert. C'est le meilleur conseil que je pourrais dire, et regardez les balados. Intéressez-vous à ça. Ça va changer énormément votre manière de percevoir le tout, mais intéressez-vous à ça. Essayez de vous intéresser. On s'entend, là,
sais, c'est pas... tu avais une question qui dit comment les Canadiens comprennent peu... Pourquoi les Canadiens comprennent peu leur propre fiscalité. Ouais. On s'entend que c'est bien plus intéressant de parler de sexe puis de butt plug que de parler de déduction puis de crédit d'impôt. C'est sûr. On On fera pas les mêmes vues sur parler de fiscalité. aurait dû faire le podcast en chess. En faisant que crawl puis en faisant des post shops puis tout le kit, on aurait peut-être... On recommence. On refait. Okay. On recommence du début. Mais oui, non, t'as raison. C'est qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'on... Même si... faites semblant de vous intéresser, puis avec le temps, vous allez quand même acquérir une certaine base. Ouais, je suis d'accord. On passe-tu au vrai ou faux? Oui, j'aime ça. Go! Est-ce qu'une baisse d'impôt est toujours une bonne chose? Faux. Faux. Parce que ça dépend. Ça veut dire qu'on va baisser les services par ailleurs, qu'on va augmenter la dette ou qu'on va couper dans des salaires, quoi que ce soit. Je dis pas qu'une hausse est bon non plus. C'est ça. Une baisse, faux. Est-ce que augmenter les prestations aide vraiment la classe moyenne? Mais là, qui est la classe moyenne? Qui est la classe moyenne? Et je vais quand même répondre faux. Okay. Parce qu'il faut faire attention à ne pas inciter les gens à ne rien faire. Okay. Si tu augmentes trop les prestations, les gens vont rester à la maison. Tu me dis que je fais 40 000 $ non imposable à rester chez nous. Au lieu de 45 000 si tu vas travailler imposable. 40 000, ouais, c'est ça. Même 50, 55. Je vais rester chez nous, je vais rien faire, je vais payer par les autres. Ouais. Fait que c'est très difficile maintenant de trouver l'équilibre. Ouais. Mais c'est ça. Fait que non, augmenter les prestations, non. Je dis pas qu'il faut jamais le faire. Il y a certaines personnes qui en ont besoin. Oui. Mais dans tous les cas, si on parle de généralité, c'est faux. C'est ça, là, on parle vraiment en général, puis c'est plus pour le fun. Là. Les riches ne payent pas assez d'impôts au Canada. Encore là, techniquement, c'est eux qui contribuent le plus à la caisse des gouvernements. Ouais. Est-ce qu'il y en a quelques-uns, malheureusement, qui font de l'évasion ou de l'évitement fiscal abusif? Oui, il y en a. Ouais. Je dis c'est plate. On parle tant de l'évitement fiscal des riches. On peut aussi parler de l'évitement fiscal des pauvres. Ah bah oui, bien sûr. La PCU. Tu sais, on entend tous parler de riches qui ont des écaillements pour le kit, mais concrètement, combien de riches tu connais, là, pas que tu as entendu dans les médias, que tu connais personnellement, Zéro, qui l'ont fait? Maintenant, je vais te poser la question. Connais-tu au moins une personne que tu connais qui serait sur la PCU ou quoi que ce soit, puis qui fait du travail en dessous de la table en même temps? Ben oui. Les deux s'équivalent pour moi. Ouais. Les deux s'équivalent parce que pour avoir une discussion avec des hauts placés au ministre du Revenu, dire le monde, pourquoi est-ce que le monde ne part pas après ceux qui ont profité de la PCU puis le kit? C'est une question d'argent. Parce qu'envoyer un vérificateur, il faut que tu envoies des lettres, etc. à la personne qui a eu la PCU puis le kit. Il faut que tu demandes des preuves. Il faut que quelqu'un travaille dans le dossier. Il faut que quelqu'un analyse le dossier. Après ça, il faut que tu fasses du recouvrement. On parle de personnes qui ont peut-être pris la PCU, qui se l'ont mis dans le nez, puis qui travaillent au noir, etc., puis qui habitent, qui n'ont peut-être même pas nécessairement d'adresse. Tous les efforts qui sont mis là-dedans, cette personne-là n'a plus d'argent. Oui, cette personne-là n'a plus d'argent. Fait que même si tu mets une dette de 10 000 $ à rembourser, elle se le limite dans le nez. Tu le reverras pas. Fait que tu vas investir 12 000, 15 000 $ pour aller recouvrir 10 000 que tu ne recouvreras jamais. Ouais. C'est pas viable. Ils vont laisser tomber. Mais ça, c'est des choses que les gens n'aiment pas entendre. Ouais. Mais c'est la réalité. Un fonctionnaire, ça coûte cher. C'est plusieurs... je m'en rappelle plus, j'aurais dû regarder avant. Un fonctionnaire de l'heure, si tu calcules comme son boss, le temps qu'il va mettre, puis les commodités qu'il prend, etc., c'est une couple de centaines de piastres de l'heure, un fonctionnaire. Tout, les régimes de retraite, etc. Vas-y avec un 300 piastres de l'heure. Contacter, envoyer la lettre, communiquer, passe 10 heures dans le dossier, va chercher, puis tout. Il a mis 5 000 $, la personne n'a pas d'argent. Là, tu mets le gars du recouvrement là-dessus, ou la fille du recouvrement, va le chercher, trouve l'adresse, le gars a déménagé, tu perds de l'argent. Ça a coûté 6, 7, 8 000. Au pire, tu break-even. Meilleur des cas, tu vas break-even dans un dossier, mais overall, tu perds de l'argent. Non, c'est vrai. C'est ce qu'il disait pour les gens qui abusent du chômage et tout, que... Puis là, on rentre dans un cercle où tu vas durcir les règles du chômage. Et là, tu as quelqu'un qui devrait y avoir droit. Lui, il en a besoin. Là. Qui n'a pas droit. Va aux nouvelles. Le chômage va élargir les règles. Et là, tu as quelqu'un qui ne devrait pas y avoir droit, qui y a droit, durcit les règles. Et on continue comme ça, ad vitam aeternam. C'est une roue qui tourne sans fin. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que donc taxer les grandes entreprises serait une solution si tu taxes... Ça, j'adore cette question-là parce que, un, c'est faux. Taxer les grandes entreprises est une solution.
Ça, quand on parlait de la perception en réalité, je te dis que je vais taxer les grandes entreprises. Dans ta tête, le gouvernement émet ses culottes. Ouais. Enfin. L'entreprise, tu penses qu'elle va faire quoi avec cet impôt-là? On va te le refiler dans ta facture. Ouais, c'est ça, c'est les consommateurs qui vont payer en bout de ligne. Ultimement, tu vas la payer. La taxe Netflix, là, je suis pas contre. Mais Netflix, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Ils vont augmenter leur taux mensuel pour ton abonnement. Tu vas la payer, l'impôt, là. La société, directement, son impôt est refilé à ses clients. Tu augmentes l'impôt de la société. OK, elle va chialer un peu pour le kit, un peu s'ostiner. Puis là, en plus, elle va engager des frais. C'est ça, bon, ben là, moi, cette année, ça m'a coûté plus cher que prévu. L'année prochaine, on augmente notre abonnement. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont enlevé les screens, le share screen, là, les partages familiales, etc. Là, c'est un écran ou deux. Allez, maintenant, il y a les publicités. Si tu n'as plus de publicité, il faut que tu payes. Est-ce que c'est la solution? Je ne dis pas qu'il ne faut pas les taxer. Ouais. Encore là, c'est de trouver un équilibre. Mais les surtaxer, tu vas aller surtaxer ta population. C'est quoi la dépense que tu regrettes le plus et celle que tu regrettes pas du tout, qui était ton meilleur investissement? Mais dépenses, c'est consommation discrétionnaire. Là. Oui. Je vais y aller avec l'inverse. Une dépense que je n'ai pas fait, que je regrette. OK. Le Bitcoin? Non. Ça, non, c'est pas mon domaine. Le marché boursier. Non, parce que ça, on pourrait dire tellement d'éléments. Le titre boursier Facebook, j'aurais dû, ça aurait jamais, non. Ne pas assez voyager quand j'étais jeune. Ah, OK. Ne pas assez voyager et ne pas assez voyager seul quand j'étais jeune. Ça, c'est quelque chose que je regrette, de ne pas avoir eu le courage de voyager plus seul. Okay. C'est quelque chose que j'aurais aimé ça, avoir plus d'expérience à voyager, puis etc., avant les enfants et avant d'être ou même en couple, mais juste plus d'expérience, prendre plus de temps, d'écoute. J'ai 2 semaines de vacances, je vais aller dans tel pays où on part sur le fly ou quoi que ce soit. Parce que maintenant, partir sur le fly avec des enfants, c'est compliqué. Ah bah ouais, c'est notre game. C'est compliqué, puis j'aimais ce qu'il disait que quand tu pars en voyage avec des enfants, tu fais juste être parent dans un autre pays. C'est ça. On a beau dire, c'est pas qu'on les aime pas. Mais des enfants en bas âge, pour tous ceux qui ont des enfants en bas âge, ils vont comprendre puis qui ont voyagé. Il y a des avantages. C'est cute. C'est cute. Ça dort pas, mais ça... Mais ça teste un couple. Ah ouais, bien entendu. Même pas besoin de voyager, des enfants en bas âge, ça teste un couple. Mais, tu sais, l'adage qui dit vraiment, quand ton couple va mal, t'as pas d'enfant. Ouais. Je le comprends tellement aujourd'hui. Tu fais pas un couple pour renforcer... Tu fais pas un enfant pour renforcer ton couple. Ah ouais, c'est la pire idée à faire, là. Fait que tout va bien, mais sauf que ça reste que, tu sais, c'est des expériences de vivre tout seul ou partir en couple, seul, sans enfant, être plus jeune, j'en aurais fait plus. Okay. Moins investir, puis j'aurais fait plus de ça. Fait que là, je vais à l'inverse de ce que les grands gourous disaient. Investissez tout, vous achetez une auto, c'est trop cher, investissez. Voyager, enjoy life. Puis, puis tu peux faire les deux en même temps. De mettre de l'argent de côté et puis voyager. Oui, là, je suis d'accord à ne pas prendre une auto de luxe. Tu sais comment je prends un gars de char pour 2 secondes. Mais il y a certaines expériences quand même je suis d'accord avec ça. Qui valent la peine d'être vécues. Même seul, même en groupe, entre boys. Là, c'est la dépense que je regrette. Que si je pouvais retourner 10, 15 ans, là, il y aurait beaucoup plus de voyages. Surcoté ou sous-coté, les voitures électriques? Je sais pas, parce que j'entends parler que les batteries polluent autant que... Fait que je dirais qu'ils sont surcotés à cause de tout ça. Toi, t'avais une hybride à l'époque? J'avais une hybride, oui. Fait que je me disais comme... C'est bien les deux. Je vais y aller entre les deux, comme ça, ceux qui chialent contre le gaz. Comme ça, je vais donner une raison à tout le monde de chialer. Ouais, c'est ça. Tout le monde va pouvoir chialer. Pour tout le monde. Ceux qui sont pour le gaz vont chialer contre l'électricité. Ceux qui sont pour l'électricité vont chialer pour le gaz. Fait que tout le monde va pouvoir me bâcher. C'est génial. Investir en immobilier, surcoté ou sous-coté? Sûr. Ah ouais, ok. Je suis surpris de ta réponse. C'est parce que le monde vend ça comme si c'était le Saint Graal. Ouais. Tu sais, je vais te donner un exemple qui m'est arrivé la semaine passée. C'est pas vrai, c'est pas la semaine passée, le début de la semaine. Je me réveille le matin. La petite fait 41,4 de fièvre. Je pars à la garderie. Je reçois un texto d'une locataire qui a eu l'averse. Il y a littéralement un déluge chez eux. Passe une demi-journée là-bas à comprendre que finalement, c'est même pas l'eau. C'est le locataire d'en haut qui a fait un dégât dans sa salle de bain. Qui a toutes les... Je veux dire, puis là, t'as l'autre qui est malade avec le bébé. Cette journée-là, sérieusement, je n'aimais pas avoir de l'immobilier. Ouais. Et quand je regarde sur les réseaux sociaux,
les gourous de l'immobilier, qui là, on va prendre un exemple. Vous achetez un immeuble qui vous dégage des liquidités de 2000 $ par mois dès l'achat. Sacrément, juste cet immeuble-là, moi. Ouais. Et j'en vois pas, moi, d'immeubles là, qui te dégagent 2000 $ de liquidité par mois. Là. Il y en a pas en ce moment, ce marché. À moins que ce soit une vieille boîte que tu es obligé de tout retaper, puis que tu te retapes toi-même. Puis c'est pas juste en immobilier, même acheter des entreprises, puis il faut trouver une entreprise qui est rentable dès la première année avec une équipe solide, le kit. Le gars qui a une équipe solide, que son entreprise roule tout seul, là, il va t'en vendre à un prix que tu n'es pas capable de la rendre. Ou il va rester investisseur silencieux. Il va rester à rien foutre, que son équipe roule tout seul. C'est pas des exemples que je trouve qui sont réalistes. Non plus. C'est tiré par les cheveux souvent. Tu achètes un building, tu achètes une business, les premières années, je te le dis tout de suite, ça va être de la merde. Ouais. Tu vas rusher. Juste te familiariser, que ce soit d'apprendre ton immeuble, d'apprendre ton entreprise, tout comprendre comment ça se passe. Des départs d'employés clés, des softwares qui arrivent des employés, des machines qui pètent, des clients insatisfaits. C'est de la merde les premières années. Je suis d'accord. Fait que surcoté. J'avais laissé l'IAP. Mais ça vaut la peine pareil. Oui, non, c'est ça. Ça ne veut pas dire que ça vaut pas la peine. J'avais mis laissé l'IAP surcoté ou sous-coté, mais on le sait. L'intelligence artificielle surcoté ou sous-coté, est-ce que tu l'utilises, toi, Reg? Ça dépend. J'essaie de l'utiliser de plus en plus, puis je l'intègre même dans mes travaux à l'université pour mes étudiants, parce que je sais que dans l'avenir, ils vont l'utiliser. Fait qu'autant qu'ils apprennent à l'utiliser correctement maintenant, fait que ça m'oblige moi aussi à l'encadrer si on veut. Mais pour l'instant, surcoté, surtout en fiscalité, n'allez pas défendre votre dossier avec ChatGPT. Ah non. Pas de bonne idée. Non, ça c'est clair et net. Là. Surtout qu'il fait quand même des erreurs. Là, faut passer justement sur le REE. Je voulais qu'il me fasse des définitions pour une de mes formations que j'ai en ligne. Et puis, c'était bourré de fautes. Là. Je l'ai déjà vu, je lui avais donné 2 jurisprudences que je lui ai demandé de m'analyser. Ouais. Et il les a mixés tous les 2, il les a combinés. Okay. Il m'a sorti une nouvelle histoire avec les faits de jurisprudence 1, mais l'analyse, la conclusion de jurisprudence 2. Ah, ça peut être dangereux. Fait que les faits, c'était sur la jurisprudence 1, mais avec les noms de la jurisprudence 2 et les causes. Ben, c'était toute une histoire, par contre. Super intéressant. Je lisais ça, j'étais comme, wow! C'est pas la bonne réponse, mais c'est tout un article. Là. Fait que faire attention, surcoté pour l'instant, mais définitivement à utiliser. Ouais. L'entrepreneuriat surcoté ou sous-coté? Sous-coté. Sous-coté? Ah ouais. Okay. Oui, les gens bâchent beaucoup sur l'entrepreneuriat, alors que c'est la création de richesse. J'inclus les agriculteurs dans l'entrepreneuriat. Quand on regarde les sources de revenus du gouvernement, ça vient de qui? Ça vient des impôts. Qui paye des impôts? Les salariés et les entreprises. Les salariés paient de l'impôt quoi? Sur les salaires qui sont fournis par l'entreprise. L'entreprise, oui, les employés sont nécessaires à l'entreprise pour la faire rouler. Mais qui, à l'origine, a eu l'idée de cette entreprise-là? C'est l'entrepreneur. Tue les entrepreneurs, écœure-les, augmente leur taux d'impôt dans plus finir. Je ne dis pas de ne pas les imposer. Ce que je dis, c'est écœure-les au maximum, vont arrêter de générer de la richesse. Au Québec, au Canada, on est un pays de PME. Il faut encourager l'entrepreneurship. Il faut arrêter de bâcher sur les personnes qui font de l'argent. Puis tant mieux s'ils font de l'argent. Puis si jamais tu es jaloux, ben fais de l'argent toi aussi. Pas parce que toi, ça te tente pas. Puis je suis pas en train de dire que tout le monde doit être entrepreneur. Pas du tout. Ça, c'est une autre chose aussi. Le monde bâche sur l'entrepreneuriat et le monde bâche aussi sur les employés. Ce que je trouve très dommage. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui vont dévaloriser être employé. Beaucoup. Et je trouve ça très, très triste parce que ce n'est pas parce que tu es employé que tu manques d'ambition. Mais non. Tu peux simplement avoir d'autres priorités dans la vie que le travail. Mais viens pas pénaliser ceux qui priorisent le travail. Donc, si quelqu'un, par exemple, on peut même dire louer versus acheter. Ouais. Ah, t'es locataire, tu payes dans le vide, t'es donc bien pas intelligent, nanana. Sérieusement, quand j'étais locataire, j'étais bien, hey, mon robinet est pété, je viens le remplacer. Hey, nanana, hey, mon bail, je l'aime pas, je déménage. OK, oui, il y a toute la crise immobilière qui est un autre sujet, mais ça reste que je veux voyager, j'ai pas besoin de me faire suer à y a-t-il quelqu'un qui va m'appeler parce qu'il y a quelque chose qui a pété ou quoi que ce soit. Ouais. Être locataire, ça a ses avantages. Être employé, ça a ses avantages. Et il faut arrêter de bâcher là-dessus. Il faut arrêter de dire que c'est du monde qui manque d'ambition. C'est pas vrai du tout. Je suis très d'accord avec toi là-dessus. Surtout quand tu dis justement de
bâcher les employés. Moi, ça me cause quand on fait ça, tu sais. Ah, quand un employé, t'as pas d'ambition ou quoi, c'est comme, bah non, peut-être que lui, il valorise le temps en famille, qu'il valorise d'autres choses, puis qu'il va être autant heureux avec une retraite bien correcte qu'avec 10 millions. Puis, de toute façon, est-ce que c'est tous les entrepreneurs qui font des millions et des millions? La plupart vont se planter. C'est ça. Est-ce que tu préférerais, j'avais crypto-monnaie, sur côté ou sous côté? Je m'y connais pas assez. J'en ai aucune idée, ça. Tu préférais avoir une conversation profonde avec Elon Musk ou Barack Obama? Ouh. En ce moment, je dirais Elon Musk. Ouais, avec le. Parce qu'avec tout ce qui se passe, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Ouais. Fait que, puis, juste vraiment une discussion franche, comme, OK, mais tes politiques, c'est quoi les conséquences que tu vois de tes politiques versus la réalité? Mhm. Et comment tu perçois la réalité? Parce que, on s'entend là que on regarde l'état-major américain présentement, ils sont entourés de personnes qui leur disent que chaque jour, ils ont pris les meilleures décisions puis que c'est eux autres les meilleurs au monde. Ouais. Je trouve que c'est un avantage. Je suis quand même content de ça. Quand je regarde dans mes réseaux sociaux, j'ai autant des personnes pro-Trump qu'anti-Trump. OK. Et je trouve ça toujours intéressant comment la même nouvelle est partagée de manière différente par les pro-Trump et les anti-Trump. Mais c'est la même nouvelle. Donc, pour les tarifs, autant j'en ai que c'est la meilleure des choses avec plein d'avantages que j'en ai que c'est la pire des choses avec plein d'inconvénients. Et quand je dis d'avoir une tribune variée afin de s'assurer que tu as les deux côtés de la médaille, je trouve ça intéressant. Ouais. Fait que Elon Musk, en ce moment, ça pourrait être très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Tu préférais vivre 6 mois sans Internet ou 6 mois sans sortir de chez toi? Sans Internet. Sans Internet? Oh oui, je vais aller voir. Je préfère de loin aller voir ma famille et mes amis que de leur parler à travers Internet ou par téléphone. Puis, dernière question, être bon en cuisine ou bon en sport? Être très bon, je dirais excellent. Ah, en sport. Ah! Imagine les petits plats que tu pourrais concocter à tout le monde, là. Ouais, mais je préfère le sport que la cuisine, mais être bon en cuisine est plus avantageux dans la vie. Ah ouais, ça doit être un méchant skill que je n'ai pas. Est-ce qu'il y a des choses avec quoi tu voudrais conclure? Bon, on parlait tantôt du intensive parenting. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ça, je trouvais ça intéressant parce que je connaissais pas ça, mais ça provient de la parentalité intensive. Bon, c'est pas un site que j'ai déjà vu dans ma vie, je trouve ça bizarre. Mais bon, ça veut dire le Québec est reconnu pour ses politiques familiales exemplaires. On parlait de temps du Québec avec toutes ses valeurs et tout, notamment ses services de garde subventionnés. Ah ouais, ben bref, je trouvais ça intéressant parce que c'était un article qui parlait que, justement, au Québec, oui, tout le monde dit qu'on a les meilleurs services, Ouais. mais pourtant, tout le monde rush. OK. Fait que pourquoi on dit qu'on a les meilleurs services si pourtant les familles rushent autant puis tu te les quittes? Puis c'est un article qui dit oui, c'est vrai qu'on a énormément de services, mais quand tu regardes les garderies, les gens ont de la misère à trouver des garderies, CPE, etc. Si d'ailleurs, vous avez une place en garderie pour ma fille, je serais content. Merci. Fait que malgré tous les services, les parents ont énormément de difficultés à faire une conciliation travail-famille, notamment à cause des garderies, notamment. Là, il disait que le Québec, malgré, a investi 13,5 milliards en 2022 dans les politiques familiales. Il manque encore les places de garderie. Le RQAP a quand même des lacunes parce que quand tu es sur le RQAP, tu as le choix. Soit que tu passes moins de temps en congé, mais tu as plus d'argent, ou plus longtemps, moins d'argent. Donc, tu as un dilemme à faire, comment tu veux, notamment être dans les premiers mois de vie avec ton enfant. Ah ouais. Des inégalités significatives au niveau des prestations, nettement plus courtes du côté du père que de la mère, ce qui fait en sorte que le père reste moins à la maison et la mère va être plus de pression à rester parce qu'elle la charge mentale, elle a plus de... Pas la charge mentale, mais elle a plus de prestations. Elle reste. OK. Fait que, bref, tu sais, fait que c'est ça. Fait que ça fait en sorte que les mères vont rester plus longtemps. Surtout quand on est confronté comme à des maladies, des grèves, des intempéries, faut aller dans les congés personnels. C'est ça, la pression accrue provient également d'une montée d'une parentalité intensive. Et ça, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que... C'est quoi parentalité intensive? C'est ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il disait, maintenant, les parents n'ont jamais été aussi impliqués dans la vie de leurs enfants. OK, c'est vrai. Et est-ce qu'ils sont trop impliqués? En tout cas, beaucoup plus que notre génération, on s'entend. C'est ça, mais Moi, la le question, matin, c'est c'est est-ce beaucoup. que c'est trop? Parce que maintenant, c'est comme, c'est mon enfant la priorité, etc. Parce que je dis pas que c'est mauvais en passant, là, je vais juste traiter de ce qui... Est-ce que c'est trop?
Est-ce qu'on s'implique trop dans la vie de nos enfants? Puis on devrait juste, à un moment donné, faire un step back, puis trouver un équilibre entre ce qui se passait dans les années 80-90 et ce qu'on a aujourd'hui. Fait que la parentalité ou les parentalités sont très investies dans chacune des sphères d'activité de leurs enfants. Puis tu sais, j'aimais, là, tu l'as sûrement déjà vu, l'image des réseaux sociaux qui disait des années 90, les enfants, logis, nourriture, lit, tu sais, c'était pas mal ça que tu avais. 2020, logis, nourriture, lit, réconfort émotionnel, réconfort physique, t'as une liste à n'en plus finir. Est-ce que les parents sont trop impliqués dans la vie de leurs enfants? Moi, je pense qu'on les éduque. On éduque nos enfants comme des manquements que nous, on a eus dans notre génération versus nos parents et nous ont éduqués comme eux ont été éduqués. Ça, je le vois souvent avec des personnes, même avec des personnes autour de moi, des amis, que c'est comme « Ah, j'ai pas eu beaucoup de jouets. » Fait qu'ils abusent des jouets pour leur enfant. Mais je dis pas qu'on est trop impliqué. Je pose la question. Discutons-en, débattons-en. Sommes-nous trop impliqués dans la vie de nos enfants? Bon, là, à un moment donné, dire, écoute, je comprends, mais on peut les laisser un peu aller, on peut les laisser un peu par eux-mêmes. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'aime ça être très impliqué, c'est vrai que... Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'être impliqué. Je veux être impliqué au maximum aussi dans la vie de mes enfants. Est-ce qu'on est trop? Est-ce qu'on n'est pas assez? Puis c'est quoi l'équilibre? Quand est-ce qu'on est trop? Quand est-ce qu'on n'est pas assez? Puis ça va aussi rejoindre tout le reste quand on dit les Québécois, en moyenne, on travaille moins que le restant du Canada et des États-Unis, mais une des raisons, c'est qu'on priorise plus la famille. Ouais. Fait que, est-ce que c'est mauvais? Je ne dis pas que nous sommes paresseux. Je dis qu'on a d'autres priorités. Fait que, encore là, des débats sociologiques. Ah ouais, non, c'est ça. On pourra en parler en long, en large et en travers. Merci, Reggie, d'être venu. Merci à toi de l'invitation. Si on peut te rejoindre sur tes réseaux sociaux, sur ton podcast au site de Fiscaliste, un podcast. Oui. Où est-ce que tu reçois des invités ou que tu es avec Gérard, l'autre fiscaliste. Donc, on va essayer de faire un épisode sur les promesses électorales, parce qu'on en a peu parlé, mais c'est intéressant qu'est-ce qu'ils proposent, là, les baisses. Mais on en a parlé un peu, les baisses d'impôts et tout. Oui, fait que c'est bref. On verra bien quelle va être l'issue de cette élection. C'est quand les élections? Début mai? Au mois de mai. Au mois de mai, début mai. Donc, merci d'avoir été là tout le monde. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci Reggie et à bientôt. Merci à tout le monde.